Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec Maude Carmel. Maude qui est une comédienne à la base. Elle a joué dans plein de téléséries québécoises, mais elle a également une chaîne YouTube et un compte Instagram qui s'appelle Bravo Maude. Sur ces plateformes-là, elle va venir donner des conseils, des astuces sur comment limiter un peu notre empreinte écologique. Elle va parler beaucoup de protection environnementale avec des chiffres, avec des stats. Elle donne beaucoup d'infos. Elle éduque les gens grâce à ses réseaux. Donc pour moi, c'est un exemple à suivre, à quel point on peut passer un bon message, à quel point on peut venir conseiller les gens face à l'environnement grâce à tous les réseaux sociaux qu'on a actuellement. Donc, je vous laisse avec Maude. Bienvenue à Voilà le podcast. Fait que merci d'être là. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, Maude, je t'ai connue parce que j'ai parlé avec Laurence Latreille, qui faisait un truc à UniTV. J'oublie le nom, je pense que c'est Citoyen 2.0. Ouais. Puis j'ai vu qu'à travers le Canada, elle allait comme à la rencontre des gens qui sont pour l'évolution, autant au niveau de la protection de la nature que pour les humains. C'est un truc super important. Puis j'ai demandé, est-ce que tu as quelqu'un à me référer au Québec que tu aurais croisé qui est intéressant, qui est inspirant? Puis elle me dit ton nom direct. Pour vrai, elle est donc bien fine. J'adore Laurence. C'est le seul nom qu'elle m'a donné, en fait. Sérieux? Ouais. Mais voyons donc. On la remercie au passage. Absolument. Puis je te connaissais pas OK. avant. J'ai vu Bravo Maude. Puis j'ai vu ta page Instagram. En général, tout ce qui est Instagram, YouTube, etc., je suis pas un fan, mais toi, tu es l'exemple parfait de comment utiliser des réseaux sociaux de la bonne façon pour éduquer, pour... Je trouve ça super intéressant. Puis Bravo Maude, le nom, ça vient de... Oh mon Dieu, ça vient de genre Cuba 2014, là. Cuba? Ben dans le sens où c'est mes amis gars. Dans le temps, je me tenais beaucoup avec Pierre-Luc Funk, Jean-Carl Boucher, tu sais, ces acteurs-là. Tu sais, c'est encore mes amis, mais on s'est mis ensemble. Puis on était partis 10 dans genre Cancun. Puis c'était juste comme... Cancun, c'est pas à Cuba, par contre. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est pas à Cancun, c'est à Santa Maria. Puis c'est ça, j'étais avec 8 gars complètement cinglés qui faisaient juste passer leur temps, pas à se moquer de moi, mais je suis vraiment la victime parfaite quand tu veux rire de quelqu'un avec amour, mettons, tu sais. Fait que c'est juste que je suis très gaffeuse, puis chaque fois que je faisais quelque chose, ils disaient Bravo Maude, puis c'est juste devenu un nom que chaque fois que j'y voyais, un moment donné dans un resto, il allait se lever, puis il allait faire Bravo Maude, puis tout le monde allait se lever, il allait être 20, puis ça allait être Bravo Maude, même si c'était pas ma fête ou rien. Fait que ça part d'une espèce d'insight vraiment weird de gars cinglés qui voulaient juste tout le temps me niaiser. Puis je trouvais que ça sonnait vraiment bien. Mais ça sonne bien. Bravo Maude. Puis après ça, ça a juste découlé quand j'ai commencé à faire des choses plus engagées. Je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien, mais ça faisait déjà des années que ces gars-là puis moi, on y essaie, puis on dit hey, un moment donné, il va y avoir un site Bravo Maude, puis un magasin où est-ce que je vais vendre. J'étais déjà très grano, j'étais comme je vais vendre mes semences sur Bravo Maude. Il y avait déjà comme une espèce de branding Bravo Maude qui existait dans notre imaginaire interne. C'est assez particulier. Fait que je l'ai gardé, puis je l'ai mis comme nom Instagram. OK, ben c'est un très beau nom. Parlant de ton Instagram, ta chaîne YouTube, grosso modo, tu fais des vidéos où ce que tu parles autant de nature que féminité. Tu conseilles, tu éduques les gens avec plein de petits trucs que tu peux faire au quotidien. Tu parles d'écotourisme, tu parles de plein d'affaires. C'est toujours super éducatif. Tu arrives avec des chiffres, tu arrives avec vraiment des trucs vraiment solides, mais c'est toujours jovial. J'essaye. Ben, je pense que je suis une personne joviale à la base. J'ai beaucoup de sérotonine dans mon cerveau. Donc, ça fait en sorte que peu importe de quoi je parle, tu sais, je me force pas là, pour être dynamique. Là. Je pense que ça fait quand même partie de moi. En tout cas, j'essaie de pas être monotone dans la vie. Pas que j'essaie, mais que je suis un peu intense, mettons. Fait que je pense que ça fait en sorte que c'est moins plate que quand un scientifique va donner des statistiques sur les changements climatiques. Mais j'ai un côté très, très pragmatique qui fait en sorte que j'adore les statistiques, j'adore les chiffres, j'adore les données. Donc, quand je parle d'un sujet en particulier, bien, ça fait juste un mélange que je trouve intéressant de moi qui est un peu coloré puis qui parle de à quel point le tiers de la nourriture est gaspillée dans le monde, par exemple. C'est ça pour vrai? Ouais. Ouais. Oh là 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 là. Ouais. Puis je pense que 50% de la biodiversité a disparu
En tout cas, dans les 50 dernières années, c'est des chiffres vraiment faciles à retenir, là, mais j'aime ça, ouais, les statistiques, les dire, puis je trouve que ça fait... La façon que tu fais ton contenu, c'est un peu comme RAD. Oui, Ils font... ouais. Eux, c'est un peu plus quand même Radio-Canada style, tu sais. Oui, ils sont genre 58 dans l'équipe aussi. Il y a ça aussi, tu le budget et tout, mais non, mais je pense que la façon que tu le fais, il faut que ça existe parce que c'est très différent. Puis je pense que plus on peut... Je pense que l'éducation à travers les réseaux doit être faite de plein de façons. Autant d'une façon hyper politiquement correcte pour des gens qui vont aimer ça, autant d'une façon plus... Tu sais, t'es pas humoristique dans ton genre, mais t'es quand même très différente de tout ce qui se fait. Fait que je pense que c'est super. Bien, il y a peut-être un côté cynique. En fait, tu sais, il y a quand même... Je veux dire, je suis vraiment pas la seule au Québec ou à travers le monde à parler de changement climatique dans son contenu Instagram ou YouTube. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns au Québec. Mais ce qui m'énervait, moi, avant là, que je me plonge vraiment plus là-dedans, c'est qu'on mélangeait souvent changement climatique, environnement avec bien-être, puis des petites phrases cute tous les jours. En fait, je trouvais ça quétaine. Je suis quelqu'un qui est quand même très cynique. Exact. Puis je vais rapidement trouver quelque chose de lourd dans la vie. T'sais, je suis plein de filles que des fois, je regarde leur... Je veux dire quelque chose que je dis souvent avec mes amis, mais là, je le dis publiquement parce que je suis de même. Que, mettons, je regarde leur publication puis je roule un petit peu des yeux. Juste parce que ça m'énerve. Je trouve ça simple. Je trouve ça remâché de faire comme... Est-ce que tu es sorti dehors aujourd'hui? C'est correct de vouloir rester à l'intérieur, mais la beauté du paysage, je trouve que c'est redondant. Puis je trouve intéressant de sortir des faits. Juste, oups, évidemment, je vais renverser mon verre un jour. Stress. C'était emballé, sur c'est le parfait. micro. Puis c'est ça, je trouve que c'est redondant. Puis moi, j'ai envie de sortir des faits et en même temps sortir des questionnements qui sont pas faciles. Je trouve on est trop indulgent envers nous-mêmes. C'est correct si, je veux dire, t'as 3 voitures. Ne te blâme pas. Ne te blâme pas pour ça. Tu es belle aujourd'hui. C'est correct. Oui, tout ça est correct, mais je trouve que tout le monde fait ça. Puis moi, j'ai envie là, que ça embraye, puis qu'il y ait vraiment des vraies choses qui se fassent, puis que ça soit pas dit avec les mêmes mots tout le temps. Moi, le mot doux, là, je suis plus capable. Douceur. Douceur. Un peu de douceur en votre petit dimanche doux à la maison. Oh my God, je suis plus capable. Ouais, non. Prends ta gorgée d'eau pendant que tu te calmes. Mais non, je suis d'accord. Mais tu sais, je pense que d'avoir ça, une diversité dans la façon que tu dis tes propos, puis moi, si tu me parles de douceur, ça vient pas me rejoindre pantoute. Ben, c'est ça. Moi, faut que tu me dises, hey Mike, 50% de la biodiversité a disparu. Je vais faire holy shit. Ça m'affecte. Ouais. Fait que je pense que autant qu'être trop... Je sais pas si c'est pragmatique le mot. Autant d'être trop intense, d'être trop extrémiste, puis de commencer à crier à l'humain est un déchet, on pollue, là, t'es comme le cancer, wow! Ça, c'est peut-être too much, mais en même temps que d'être trop comme c'est trop doux, ça marche pas. Je pense que c'était comme dans plein milieu. Ouais. Là. Oui, puis je veux que ce soit comme unisexe, tu sais, que autant les gars que les filles que non-binaires, alors que, tu sais, sur Instagram, les influenceuses vont souvent rejoindre une tribune qui est féminine. Puis c'est super bien quand tu veux attirer des collaborateurs, des entreprises avec lesquelles tu veux travailler comme commanditaire parce que c'est très ciblé. Mais moi, j'essaie d'avoir le plus possible, tu sais, de rejoindre autant des gars que des filles, puis autant des gars que des filles qui m'écrivent, puis je trouve ça bien. Tu sais, je veux pas juste être dans le démaquillant clean beauty, tu sais, le démaquillant sans parabènes, le maquillage vert, vegan. Tu sais, je veux vraiment être dans les faits puis donner des informations, puis que ce soit pas juste dans le mode de vie. Je suis pas quelqu'un qui a envie de mettre son mode de vie de l'avant, je suis quelqu'un qui a envie de vulgariser des informations. Puis je trouve que ça rejoint un plus large spectre de personnes. Peut-être qu'il y a certaines personnes, en fait, c'est clair qu'il y a certaines personnes qui se rejoignent pas dans mon contenu parce que ils peuvent pas vraiment relate au quotidien, parce que c'est très pragmatique, comme on dit. Mais j'ai envie d'aller rejoindre une autre tribune d'Instagram qui est moins sollicitée. Ouais, qui est comme celle des personnes qui veulent en savoir plus pour vrai puis qui veulent pas tout le temps se faire conforter dans ce qu'ils connaissent déjà. Là. Je pense que tu le fais bien. Je pense que j'essaie, là. Oui, totalement. Si on revient un petit peu à ton parcours, j'aime bien au début du podcast un peu parler de la personne que j'ai devant moi, de ce que tu as fait dans le passé. Et là, tu as fait beaucoup de télé à la base. Là. Oui, ben c'est comme ça que j'ai un peu commencé. Ben c'est comme ça que j'ai attiré ma tribune sur Instagram à la base. Là. Je suis pas partie de zéro. Là. Okay. Faut dire que j'avais déjà 8000 abonnés depuis plusieurs années parce que j'ai joué pendant 5 ans la blonde à Joyce Carpellino dans Les Parents. Là, donc... Je suis pas un grand fan de télé québécoise. Fait que je me suis noté sur mon bout de papier dans quoi tu as joué parce que honnêtement, j'écoute pas vraiment beaucoup de télé québécoise, du moins pas beaucoup de séries. Je suis plus film d'auteur. Ah ouais? Mais je sais qu'il y a des bonnes séries, faut juste que je me
penche là-dessus puis je prenne le temps OK, t'es plus Denis Côté que Fabienne Larouche, là, toi. Ouais, OK. c'est ça. OK, Je suis je plus vois Jean-Marc genre. Vallée. Ah Mais encore là, ouais? ces séries, dernièrement, j'étais pas tant fan non plus. OK. Et tout ça, série, j'ai du mal. Ça pour dire que t'as joué dans Chemin Les Parents, t'as joué dans la série O, dans Tactique. T'as fait aussi entrée principale à Radio-Can. Oui, comme chroniqueuse. Ouais. Il y a 3 ans environ, 2 ans, 3 ans. 3 ans, en 2021. Ouais. Puis t'as fait aussi de la radio. Oui, T'as parti ben... un truc de radio qui s'appelle l'émission Alternative. L'Alternative. Oui, ben ça, c'est à CISM, qui est la radio de l'Université de Montréal. Ouais. Je suis pas allée à l'Université de Montréal, mais c'est une radio, tu sais, qui est diffusée en ondes, 89.3, contrairement à Choc, à l'UQAM, qui est juste sur Internet. Donc, j'ai animé une émission, tu sais, qui mettait de l'avant des faits alternatifs. Donc, à chaque semaine, on avait un thème, ma co-animatrice Émilie et moi. Donc, aujourd'hui, on va parler des couleurs, on va parler de la synesthésie, on va parler de l'infiniment petit. Donc, on essayait de parler un petit peu d'actualité, mais de tout le temps glisser des faits divers vraiment funky. Puis, ça m'a un petit peu comme réconcilié avec la science. Parce que j'ai toujours haï la science. Puis ça m'a réconcilié avec tout ça, puis on parlait beaucoup de choses engagées, puis ça a comme un petit peu forgé mes valeurs, cette émission-là. Puis en ce moment, est-ce que tu fais une série télé? Est-ce que tu as des trucs de télé ou non? Non, pas vraiment. Ben, je veux dire, on est en pandémie, là, on s'entend. C'est sûr que ça aide pas. Ça aide pas, tu sais. Puis je suis comme dans une espèce de tranche d'âge, de période de ma vie que niveau jeu, là, comme actrice, c'est pas le meilleur. Je suis trop vieille pour jouer des adolescentes depuis 3-4 ans. Mais t'as quel âge, juste? 26. OK. J'ai pas trop ton âge d'une part. Écoute, non, ben, pas que je m'en soucie, mais je me suis dit ça peut non, être ben, je peux avoir 23 comme 30, là, c'est difficile à dire, je pense. Puis à 26, on sait jamais on a quel âge, là. Mais c'est ça, je suis trop jeune pour jouer trop vieille pour jouer des adolescentes, puis je suis encore trop jeune pour jouer des jeune mère, début trentaine. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de rôles. Puis, tu sais, depuis quelques années, la télé, ben, il passe de moins en moins d'auditions. Donc, oui, j'ai des auditions. Oui, je suis un petit peu dans, je veux dire, l'univers de la télé encore. Je fais des pubs, des trucs comme ça, mais on va de moins... Tu sais, plus le temps avance, moins on pense à moi pour jouer des rôles. Mais de toute façon, j'ai toujours autant aimé l'animation, la radio, l'écriture que le jeu. Donc, puisque je suis plus capable de contrôler ce que je fais au niveau animation, radio chronique, j'ai décidé de mettre mes énergies plus là-dessus que sur partir une compagnie de théâtre. Là, je comprends. Mais comme Bravo Mode, justement, ce projet-là, d'où t'es venue l'idée de on s'entend sur Instagram, tu aurais pu faire n'importe quoi. Faire plein d'affaires, voir plein de trucs. Pourquoi l'environnement? Pourquoi cet aspect-là? C'est vraiment... Ça a vraiment été graduel. Ça a commencé avec l'entrée principale. En fait, mes chroniques, c'était par rapport à la génération des milléniaux. Donc, je parlais beaucoup de trucs engagés. Je parlais de spiritualité, de religion, etc. Puis, je parlais des fois d'environnement, d'entrepreneurs qui mettaient l'environnement au cœur de leurs préoccupations, de leurs produits. Entrepreneurs milléniaux. Puis, après mes chroniques, souvent, j'avais une conversation avec ma communauté Instagram sur ce que je venais de faire. Puis, ben, je me suis comme attirée des personnes, des entreprises qui m'envoyaient des cadeaux parce qu'ils étaient comme contents que j'ai parlé de leur compagnie. Tu sais, des entreprises, vraiment des petites entreprises écolos, là, de genre Saint-Alexandre de Kamouraska. Puis je voyais que ça résonnait chez mes abonnés, qu'ils aimaient ça en savoir plus, qu'ils voulaient en découvrir plus. Puis là, je commençais à recevoir des cadeaux. J'étais comme, OK, je suis plus juste une fille qui a beaucoup d'abonnés puis qui fait n'importe quoi là, sur Instagram. Fait que je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais continuer dans cette lignée-là. Puis au même moment où tout ça est comme arrivé, j'ai rencontré mon copain qui, lui, travaille en environnement, qui, lui, en connaît beaucoup plus que moi niveau sciences. Il est chargé de projet dans un organisme qui est affilié à la Maison du développement durable. Donc, il travaille avec tout plein de régions au Québec qui va vraiment se charger de mettre en place des forums sur l'environnement. Donc, il en connaît vraiment beaucoup. Puis, il est capable de m'expliquer comment fonctionnent les gaz à effet de serre d'une façon que moi, je comprends, parce qu'il comprend comment mon cerveau fonctionne, qui fonctionne de façon quand même particulière des fois. Il faut qu'il saute des étapes pour que je comprenne des trucs puis qu'il revienne sur... C'est vraiment pas linéaire, là, ma pensée. Puis après ça, une fois que je le comprends, ben moi, je le vulgarise encore plus pour mes abonnés. Donc, ça a été vraiment comme une escalade. Puis plus j'en connaissais sur l'environnement, plus j'avais envie d'en connaître plus j'avais envie de conserver la nature parce que je voyais les chiffres. Puis c'est aussi venu au moment où j'ai commencé à habiter toute seule, où est-ce que j'ai commencé à faire mon jardin. J'avais un côté spirituel qui venait aussi de s'éveiller un petit peu. J'avais juste envie de reconnecter avec la nature. Puis pour moi, c'était une façon de le faire, là, d'en connaître plus sur les gaz à effet de serre puis les différentes façons de se mouvoir dans une ville sans avoir besoin de prendre la voiture, par exemple. T'sais.
Parce que je trouve que la voiture, c'est épouvantable quand tu as envie d'être en nature. Là, il y a plein de voitures autour de toi, il n'y a rien qui me stresse plus puis qui m'énerve plus. Moi, j'aimerais qu'on bannisse la voiture pour toujours. J'haïs ça. Puis la voiture électrique? Oui, je suis déjà beaucoup plus pour. Tu sais, j'avais fait une vidéo là-dessus, si jamais il y en a que ça les intéresse, qui démystifie les mythes. Là. C'est vraiment pas aussi diabolique que ce qu'on pense, la voiture électrique. Là. C'est pas vrai qu'on va chercher des enfants, que des enfants meurent dans des mines pour trouver des métaux rares. Là. C'est pas vrai tout ça. J'avais jamais entendu parler de ça. Ah, bon, en tout cas, il y a bien du monde qui sont comme, il y a des enfants en République démocratique du Congo qui meurent en allant chercher des métaux rares, des terres rares, tout ça pour fabriquer la voiture électrique. Mais c'est pas vrai. Tu sais, oui, ça a une empreinte carbone fabriquer une voiture électrique, mais tout a une empreinte carbone, là, on existe. Là, mais par rapport aux enfants qui travaillent dans les mines, y a-t-il une parcelle de vérité, tu penses? Oui, il y a une partie de vérité. En fait, c'est les mines, c'est toutes les mines légales au Congo, en République démocratique du Congo, ont pas d'enfants. Il n'y aurait aucun avantage à avoir des enfants. C'est des machines qui travaillent là, des personnes qualifiées, tu sais. Mais il y a quand même beaucoup de mines dans les jardins des gens, sur le terrain privé des gens. Puis vu que les personnes là-bas n'ont pas beaucoup de sources de revenus ou de possibilités de sources de revenus, ils vont creuser eux-mêmes avec leurs enfants pour trouver des terres rares et les vendre sur le marché noir. Mais ça, le gouvernement de la RDC peut pas vraiment faire une différence. Puis de toute façon, s'il leur enlève ce droit-là, ben la famille n'a plus vraiment de quoi se nourrir. Mais est-ce que c'est la seule place qu'on peut trouver ces terres-là, ces métaux-là? Ou faut aller... Pas mal. Je pense qu'il y a 65 en tout cas du cobalt. Bien, ça, c'est pas une terre rare, là. C'est un métaux là, en tant que tel. Là. Un métaux pas tant rare, mais quand même un peu. Cobalt, 65 du cobalt, on le retrouve en République démocratique du Congo. Je pense qu'il y en a un petit peu en Amérique du Sud. En tout cas, il y a différents types de matériel, de métaux qu'on peut aller trouver à travers le monde pour fabriquer une batterie de voiture électrique, genre du lithium, tout ça. Puis oui, ça va prendre de l'eau. Oui, c'est sûr que ça va demander des ressources, mais est-ce qu'on sait à quel point ça demande des ressources extraire du pétrole? Genre, surtout en Alberta. Aussi, versus prendre ta voiture avec de l'essence dedans qui roule pendant des années. Là. Exactement, c'est ça. Puis on peut recycler les batteries à 95 de toute façon. Puis ça, les gens le savent pas. Non, c'est ça que je veux dire, je savais pas. Ah oui, tu peux recycler la batterie. Fait qu'une fois, par exemple, je veux dire, tu peux garder ta voiture électrique pendant 15-20 ans. Puis ben, après ça, si elle est en carbone, tu mets ta voiture, tu mets la batterie dans une espèce de concessionnaire, je sais pas, une usine qui s'arrange puis qui va recycler le lithium genre à l'infini. Ouais. Alors, le lithium, je sais pas si ça se recycle à l'infini, mais je pense que c'est le cobalt. En tout cas, quelqu'un pourra me corriger si c'est pas ça. Je suis pas scientifique, mais j'ai vraiment une bonne mémoire. Fait que je suis capable de retenir des affaires de même. OK. Ouais, là, on pourrait parler d'environnement vraiment longtemps parce que ça pourrait... J'ai plein d'autres questions qui viennent en tête par rapport à l'auto électrique, mais on fera un autre podcast là-dessus. Mais si on vient à ta page puis à ta chaîne YouTube... Tu sais, là, tu fais du montage. Là. On s'entend, il y a du texte qui apparaît, il y a de l'info, c'est 2-3 vidéos sur Instagram qui suivent, c'est animé. Là. Tout ça, c'est toi qui le fais. Ben oui, je suis 100% seule là-dedans, c'est sûr. Mais j'adore faire du montage. Je trouve que c'est une façon d'exercer sa créativité qui est vraiment le fun. J'adore avoir le contrôle d'envie, puis c'est une façon de satisfaire cette envie de contrôle-là. Mais c'est sûr que, tu sais, je suis pas très bonne niveau technique, je suis pas une super bonne photographe, puis ça, c'est quelque chose qui me manque. Puis ça m'a pris du temps à avoir des abonnés parce que j'avais pas un très beau visuel, puis je suis vraiment poche là-dedans. Moi, c'est le contenu. Puis quand j'aurai plus de budget, ben je m'engagerai une équipe où faudrait que je propose une émission à UniTV ou Tout.tv, puis qu'une équipe s'occupe de tout ça, parce que si j'avais le temps de me concentrer juste sur le contenu, je préfère quelque chose d'encore plus fun, d'encore plus déjanté, d'encore plus intelligent. C'est juste que là, la moitié de mon cerveau doit se consacrer à quelque chose auquel je suis pas du tout habituée, c'est-à-dire la technique, puis j'haïs ça pour mourir. Mais je pense que c'est le début de tout. C'est comme peu importe quelle entreprise ou projet que tu lances, au début, tu fais tout. Oui, ouais. T'es pas bon dans la moitié, sauf que faut que tu le fasses pareil parce qu'il y a personne d'autre qui va... Comme je place mes caméras, je fais le focus moi-même, il y a des chances que ça floue. Exactement, ben mais oui, au début, comme toi ici, c'est pas la fin du monde. Un jour, j'ai des commanditaires qui vont payer là, au pire, j'aurai quelqu'un en... Mais pour venir à ta page, à ton projet, qu'est-ce qui te manquerait? T'sais, l'argent, OK, mais est-ce qu'il faudrait quelqu'un qui soit là tout le temps? Dans le sens, est-ce qu'il te faudrait comme un commanditaire permanent? Comment tu pourrais faire pour pouvoir avoir un budget pour garder ta page Instagram? Ben, tu sais, une autre affaire dans laquelle je suis vraiment pas bonne aussi, c'est comme business, là, tout ça. Ben, tu sais, j'ai des idées pour avoir plus de vues, je sais avec qui collaborer, tout ça, mais tu sais, j'ai déjà des partenariats avec des entreprises, mais c'est difficile quand même pour moi de trouver un partenariat qui est vraiment organique parce que ça doit vraiment être une compagnie qui est locale, puis qui est réellement écologique.
Puis des compagnies québécoises qui ont du budget, C'est ça, je veux dire. il y en a pas beaucoup. Puis, ben, tu sais, mon plus gros collaborateur, c'est Earth's Own, qui est une compagnie de lait d'avoine, de lait d'amande avec laquelle je collabore depuis 1 an. C'est canadien, non? C'est canadien. C'est ça. Eux, déjà, Vancouver, ils ont plus de budget, sont géniaux. Tu sais, je suis allée travailler avec eux à Vancouver. Tu sais, c'est vraiment, vraiment un beau contrat. Mais il faudrait que j'en ai plus. Puis j'ai une agence. Tu sais, c'est mon agence qui s'occupe de ça, là. Moi, je chargerais 300$ là, pour faire 1 an et demi de collaboration avec eux. Là, tu sais, si c'était juste de moi, elle est capable de dealer, tu sais, 20 fois plus. Une chance qu'il y a une agence, parce que sinon, ça marcherait pas. 300$ pour 1 an et demi de collab, là, c'est pas cher. Ben là, je commence à comprendre la game, tu sais, puis je fais de plus en plus de collaborations avec des OBNL qui veulent que je réponde à des questions. Mais tu sais, c'est quand même pas des super gros budgets, donc il faudrait que je me penche là-dessus, là, puis que je me prenne vraiment comme un 2 jours complet où est-ce que je me fais une stratégie ou que j'en parle à mon agent puis que je me dis, hey, est-ce possible d'avoir un commanditaire au complet qui commandite, mettons, une vidéo YouTube sur 2, là, tu sais, je sais pas, là. Ça pourrait se faire. Faudrait même que j'en parle peut-être à Earth's Own. Peut-être qu'ils seraient game. Ils m'aiment full. Je les aime full. Parce que si t'as plus de budget, forcément, tu peux te consacrer uniquement sur le contenu ou presque. Ouais, c'est ça. Le reste, tu balances à quelqu'un, fait tout le montage, je sais pas faire ça, ce serait fou, ça. Vraiment, tu sais, machine... Ben, tu sais, en ce moment, ma caméra, je suis plus capable de faire le focus. Faut que j'aille chez Lozo pour qu'il me fasse le focus parce que je suis pas capable de le faire moi-même. Elle est juste floue constamment. Fait que là, ça fait 2 mois, j'utilise juste mon sel, mais j'arrête pas de l'échapper. Fait que j'ai encore brisé le contour de ma caméra. Faut encore que je paye 100$ pour le remplacer. Aïe, aïe, aïe. Ah, quand je suis née, là, quelqu'un savait déjà que j'allais devoir payer des milliers de dollars par année plus dans la vie parce que je suis pas capable de garder les affaires. Choses. Mais tu sais, t'as des caméras comme celle-là qui est autofocus, mais t'as vu l'autre fois, j'ai voulu faire un autofocus facial avec une des 2 cams, puis ça n'a pas marché. Ouais, mais... Ça a marché quand j'ai fait Rec, Manny a juste débarqué, fait que t'es comme... C'est ça. Ben, même là, elle est autofocus, elle est supposée être super simple, puis juste comme, elle a arrêté de le faire, en tout cas. Fait que je vois... C'est des affaires de même que... Mais ça aussi, un sponsor de caméra, ça peut être une bonne idée, là. Des Lozo, des places de même. C'est vrai. Eux sponsors, là. T'as des vues, pareil, mais reste qu'en bout de ligne, c'est eux. Éventuellement, c'est ça que je vais faire éventuellement. Là. Genre quelqu'un qui me... À chaque début d'émission, il y a le logo quelque part, je m'en fous, là. Merci à les micros Rod ou je sais pas. Rod, je pensais qu'on voulait sponsor ça, mais là, t'es Lozo, il y a plein de compagnies il y a une place Royal Photo à côté, des shops de caméras et t'es passes, là. C'est vrai, après ça, eux, ils revendent moins cher, mais fais attention. Brisez pas, par contre, comme ton téléphone cellulaire, là. Non. C'est parce qu'il faut que tu payes, là. Mais sinon, ils te passent le stock, puis toi, tu fais de la promo gratuite. C'est vrai. Ils perdent presque... Ben, ils vont perdre de l'argent, mais après ça, eux, des cams usagés, ils vont pouvoir les revendre, là. Ah, c'est vrai. Ben, il y a tout ça. Option, ça. Ben, mon père, il a des full bonnes caméras, là. Mon père, puis il m'y passe des fois, mais comme il sait que je brise des choses, fait qu'il m'y passe pas pour longtemps. Mais... On travaille sur ton problème de briser les affaires en premier. J'essaie full. Après ça, on trouve un commanditaire. Ouais, faut vraiment que je me penche là-dessus. Faut que j'arrête de briser des choses. Mais la ligne est où entre tu veux rester justement local, faire attention à quelle compagnie tu fais affaire, mais admettons là, que demain matin, tu as 500 000 de budget de la part d'une compagnie qui est là, qui est, oui, mettons bio, mais c'est fait en Chine. Comme, est où la limite entre j'y vais parce que je sais qu'avec cet argent-là, je peux aller éduquer puis sensibiliser plein de monde. Comme c'est quoi le... Mais il n'y a pas de réponse blanche ou de réponse noire. Ça dépend vraiment quelle compagnie. Il va vraiment falloir que je l'étudie de fond en comble puis que je vois si je suis capable de me sortir, je suis capable d'expliquer à mes abonnés pourquoi je collabore avec la compagnie. Si je suis capable d'expliquer la collaboration de façon organique sans être mal à l'aise, je vais accepter. Mais si là, j'ai l'impression de faire plein de détours puis de me justifier puis que ça n'a pas rapport, je pense que je vais dire non parce que là, tout le travail que j'ai fait dans les dernières années tombe à plat. Puis même si c'est 500 000 $, je peux pas vraiment rattraper ça à long terme puis j'ai plus de possibilités de futur. C'est sûr que si Shell t'approche, là, c'est clairement un gros... Oui, au McDonald's. Mais si c'est ça, ouais. Mais je te demande ça parce que dans certaines vidéos, tu parles que t'es pas parfaite, puis que justement, des fois, tu utilises du plastique, là. Ben oui, un moment donné. Puis que t'as été voir les îles de la Madeleine en voiture. Ben oui. Tu comprends, ça arrive. J'étais supposée y aller en voiture électrique, mais ça n'a pas marché finalement. Fait que... Mais encore là, tu sais, une voiture électrique, c'est beaucoup d'argent. Faut que tu payes pour la voiture électrique. Oui. Je peux comprendre que... Mais c'est ça, fait que le fait de pas être parfait, puis moi, mettons, je suis quelqu'un qui... Tu sais, là, mettons, 5 ans, là, je recyclais pas en tout. Ah non! Là, 5 ans, pas la nature, mais là, tu sais, tout ça, là, c'était... C'était juste un concept là, abstrait. Comme, t'inquiète, de ce plastique, il n'y en a pas tant que ça. Puis, tu sais, il y a 5 ans, je suis une période de ma vie bizarre, mais reste qu'en bout de ligne, j'étais pas du tout
attentionné aux détails qui ont rapport avec l'environnement. Même je suis quelqu'un qui adore la nature depuis tout le temps. Je n'étais pas conscient à quel point j'avais une empreinte écologique importante, à quel point chaque move que je faisais pouvait venir. Si tout le monde le faisait, je peux... Tout ça pour dire que maintenant, je fais attention, puis je regarde beaucoup plus chaque achat que je vais faire, chaque déplacement, etc. Mais je suis quelqu'un qui est très freak. Fait que si je tombe... Comme quand je tombais vraiment comme plus écolo, là, je suis devenu fou raide, là. Ah, OK. Mon ex capotait comme là, tu vas décrocher. Là, j'étais comme demi Scott Towel. Là, j'étais comme un bon pet. J'étais devenu trop fou là, avec ça. Fait que ma question étant, je pars en couille, ma question étant, comment tu te fais pour pas trop te juger quand tu utilises du plastique, quand t'es comme pas parfaite, puis tu te dis, OK, je suis pas parfaite, c'est la vie, moi je fais... Quand tu te fais... Ben, je suis pas tant perfectionniste dans la vie pour de vrai, là. En fait, je suis pas du tout perfectionniste. Puis, tu sais, je suis tout le temps un peu dans la lune. Je suis tout le temps un petit peu en semi-transe, là. Donc, je pense pas à mes gestes constamment. Tu sais, le monde me demande souvent, pour de vrai, là, c'est vraiment une question qui revient souvent, comment je fais pour deal avec l'éco-anxiété. J'ai pas vraiment d'éco-anxiété. Tu sais, je fais hyper attention, évidemment, mais c'est inclus en moi. Ça fait partie de mes gestes quotidiens. J'y pense pas. Puis je suis pas quelqu'un qui va capoter là, parce que j'ai acheté quelque chose que finalement, je pensais que ça se recyclait. Finalement, ça va à la poubelle. Je vais me dire, crime, ben, ça va être une chose de plus dans ma poubelle. Puis ben, ma poubelle, je la sors une fois ou 3 semaines. Puis c'est déjà vraiment correct. Puis je peux rien y faire. C'est déjà acheté. Puis je fais déjà mieux que ben du monde. Puis si tout le monde faisait comme moi, on serait bien correct. C'est juste qu'il y en a qui en font, qui génèrent tellement plus de déchets que moi que moi, je suis supposée pallier pour eux, mais non, en même temps, c'est pas moi qui vais pallier pour ceux qui ont 14 sacs de poubelle par semaine. T'sais. Fait que je pense que j'ai juste pas le genre de mentalité obsessive. Tu sais, j'ai vraiment un problème de TOC là, qui a été diagnostiqué à 4 ans, là, mais c'est pas du tout en lien avec ce genre de trucs-là. Là. C'est vraiment des trucs absolument pas logiques, là, qui ont rapport, mettons, avec comme mes ongles, ma peau, comme... OK, c'est pas comme... Je peux pas rien acheter, mettons, qui contient de l'huile de palme parce que... Non, ben j'ai eu une période de ma vie où je voulais pas vraiment mettre de comme gras animal dans mon corps. Fait que là, je fais passer genre des heures dans une épicerie à comme essayer de me trouver un repas, qui contenait pas, ben il y avait aussi un petit trouble alimentaire là-dedans, là, on s'entend, là, qui contenait pas de gras animal, qui contenait pas de fromage, tout ça qui était vegan, mais en même temps qu'il y avait pas de gluten. Ça, c'était une obsession qui a duré vraiment longtemps. Maintenant, elle n'existe plus du tout. Mais, mes obsessions sont vraiment plus sur, du toucher physique, vraiment comme quelqu'un qui a des tocs, là. Puis, mon désir de contrôle se manifeste de façon pas du tout logique, puis par phase, là. C'est vraiment... c'est là depuis comme ça, j'ai 4-5 ans. Je voyais un psychiatre quand j'étais petite pour ça, parce que c'était full... Ah oui, quand j'étais petite, c'était l'enfer. C'était vraiment difficile de vivre avec ça. C'est comme, je pouvais pas... mes parents pouvaient pas dire un oui ou un non, un OK de façon mou. Il fallait que tout soit fait de façon très dure. J'ai vraiment un problème de contrôle, mais ça se manifeste pas du tout dans ma vie quotidienne. Mon chum dirait vraiment pas que je suis une personne qui a besoin de contrôle, qui est control freak du tout, je pense, en tout cas. On va lui demander. Oui, on va demander, c'est ça. Mais non, c'est ça. Mon besoin de contrôle se met ailleurs, mais pas du tout dans mes gestes quotidiens. Non, je suis pas stressée envers l'avenir de mes futurs enfants là, pour la planète. Puis non. Okay. Parlant de ton copain, dans la vidéo où ce que tu vas justement aux Îles-de-la-Madeleine en voiture, j'ai cliqué dessus parce que j'étais comme, OK, écotourisme. Puis là, je repense à toutes les fois que j'ai voyagé. Je suis quelqu'un qui adore voyager à travers le monde. C'est ma plus grosse passion, mon plus gros sentiment de bonheur, c'est quand je voyage. Fait qu'en ce moment, ça va crissement pas bien. Mais reste que c'est ça. Puis c'est vrai que je me suis dit, crème, quand je voyage, là, puis là, dans ton vidéo, tu dis que tu fais à manger, tu fais tes lunchs, puis je me rends compte que quand je voyage, c'est vrai, j'achète tellement de plastique, tellement de trucs que je jette à moitié, même de la bouffe, des fois je vais jeter à moitié parce que j'ai pas d'ice pack ou j'ai pas rien. Puis je me rends compte que j'utilisais vraiment trop. J'achetais beaucoup trop en voyage. Puis ça pour dire que dans la vidéo, ton chum, il ramasse un sac de plastique qui traîne à terre. Je sais pas c'est ça, c'est peut-être à la Côte-Nord, ça. Il faisait ça sans cesse sur la Côte-Nord. Il y a écotourisme sur la Côte-Nord, puis il y a écotourisme aux Îles-de-la-Madeleine. Mais ça se peut qu'il fasse ça sur la Côte-Nord parce qu'on était plus sur des plages, c'était à long terme, parce qu'aux Îles-de-la-Madeleine... C'est des petits trucs qui sont mini. Puis ce week-end, je suis à Charlevoix avec mon coloc, puis on était monté le mont
le Mont-Dôme, whatever. Ouais. Puis on arrive en haut, puis crème, il y a un gros sac de plastique noir. Puis j'ai fait impossible. Sur le toit, sur Sur le sommet. Bravo. Sur le sommet, ouais, de la montagne, il y avait un sac. J'ai pris, j'ai dans mes poches. Puis tu sais, c'est il y a peut-être 2 ans, j'étais en Amazonie. Ah ouais. Puis c'est fucked up parce que là-bas, où on était à Leticia, c'est une ville qui est hyper polluée, là. Mais comme polluée, là. Tout le monde a des scooters, là. C'est où en Amazonie? Quel pays? C'est il y a comme le Brésil, le Pérou, puis la Colombie qui se rejoignent. T'as les 3 frontières. Wow. À la base, la ville a été créée pour des trafics de drogue, là. Ouais, clairement, Parce que c'est un no man's land, là. tu peux pas y aller en char, c'est impossible. Ok, c'est ça. Tu prends l'avion puis y aller. Ok. Fait qu'à la base, le monde emmenait la drogue là, whatever. Puis aujourd'hui, c'est une ville qui est hyper polluée parce que tout le monde consomme bouteilles de plastique de Coca, pas Coca-Cola, le Coca-Cola. Ouais. Ben, il y a les deux, là, mais surtout plus du Coca-Cola. Ça, tout le monde, j'ai jamais vu autant de motos de ma vie. Tout le monde a des motos, c'est l'enfer. Puis tu arrives sur le bord du fleuve d'Amazonie, puis vu que la marée était basse, pas la marée, mais le fleuve était bas en tout cas, vu que c'était pas la saison des pluies, les déchets, là, on marchait dans les déchets pour descendre jusqu'au fleuve. C'était fourré des voitures, les trucs, c'était comme ça. C'est une vision d'horreur, là. Ouais, vraiment. Mais ces gens-là, ce qui est fucked up, c'est que nous, on a fait un trek de 4 jours en Amazonie, puis il y a comme le mur qui appelle de l'Amazonie, qui est le début du trek, tu sais. Puis moi, on a pris 2 guides vraiment pas guides touristiques, là. 2 guides, là, fumaient des battes, c'était fucked up, là. Mais moi, c'est mon genre de voyage. OK. Moi, le faux voyage touristique que tu me montres avec des caïmans qui sont domptés, moi, tu m'amènes straight up dans le bois. Avec un local, là. Ouais. C'est ça. Fait on arrive là, puis dès qu'on traverse le mur, ils deviennent là, hyper conscients de la nature, puis en début de voyage, on croise un sac de vidange à terre. Mais il est quand même à genre peut-être, je sais pas moi, une dizaine de kilomètres de l'entrée. Là. Puis dans l'Amazonie, c'est pas une ligne droite, là. T'sais, comme Non. tu bûches, c'est sinueux, tu là. coupes les trucs. Fait que le gars a traîné le sac tout le long du voyage. Pour vrai, fait qu'il y avait ça à cœur. Puis déjà, toute notre bouffe ou presque, c'est lui qui le portait sur son dos. Nous autres, on a nos sacs, mais lui, il avait un énorme un sac. C'est pas un sac, c'était 2 cordes. Là. C'était pas un sac confortable. Là. C'était tellement haut sur sa tête. Puis il portait tout ça, plus le sac de vidange. Parce que pour lui, c'est impossible qu'il y ait une vidange là-dedans. Non. Puis tu sais, quand on se lavait, c'était pas de savon dans l'eau. Là. Non. Never. Fait que là, j'étais... Pour eux, c'est vraiment un trésor national. Mais pour eux, le fleuve, il passe dedans. Oui. Tu me suis? Oui. Ça affecte. Oui. Mais ils sont pas conscients du fait qu'ils laissent des déchets, puis là... Ouais, ben je veux dire, c'est en Amazonie, en plus, c'est tellement pas congruent, là. Genre, on s'entend que, tu sais, l'Amazonie, je pense, c'est l'endroit au monde où est-ce qu'il y a le plus de biodiversité, tu sais, c'est l'endroit au monde où est-ce qu'il y a le plus d'arbres qui vont capter le carbone. Pourtant, tu sais, c'est là aussi où il y a énormément de coupes d'arbres pour, tu sais, faire de la monoculture, tout ça. Fait que je pense que les gens, surtout les locaux, sont dans une espèce d'entre-deux ils veulent conserver leur trésor national, et puis en même temps, ils ont besoin de revenus, donc ils vont, mettons, défricher des terres. Donc après ça, puis je veux dire, les déchets qu'ils ont dans l'eau, c'est pas nécessairement non plus des gens qui ont pitché ça dans l'eau, là. Ça vient de kilomètres d'égouts qui a passé dans des ruisseaux, tout ça, puis ça atterrit dans un fleuve qui va atterrir dans l'Atlantique, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas congruent, mais en même temps, c'est ça aussi, la Terre, l'humain, là. C'est 2 affaires dichotomiques, là. Ma question qui s'en vient est face à ça, et face au fait que comment tu fais... Tu sais, en ce moment, tu fais des vidéos pour conscientiser les gens, pour les sensibiliser, pour qu'ils changent leur quotidien et leur acte pour sauver notre belle planète Terre. Comment tu fais pour croire en l'humain, à son changement? Quand tu fais faire, hey, tu sais quoi, comme fuck it, je vais peut-être pas réussir. Dans le sens où c'est un projet qui est tellement ambitieux, ce que tu fais, puis il faudrait tellement plus de modes comme toi à travers le monde. Mais comment tu fais pour croire que l'humain peut changer? Ben, je le vois, tu sais, je veux dire, non, c'est pas vrai que j'ai pas toujours été écolo, là. Ma mère, elle a toujours lavé ses sacs Ziploc, puis ça a toujours été... Ouais, c'est de famille, cette histoire-là. Ben, ma mère est quand même grano, tu sais, elle a habité en Abitibi, là, genre 10 ans avec sa terre, genre, elle était végétarienne, puis elle a élevé ma sœur là-dedans avec les poules, tu sais. Fait que, je veux dire, la pomme est pas tombée loin de l'arbre, là, tu sais. Même ce matin, on s'est échangé dans le stationnement des semences, là, genre. Tu sais, on connecte beaucoup, ma mère et moi. Comme c'est un deal de drogue, on s'est échangé des affaires. Oui, vraiment, comment, t'as-tu des épinards de Malabar? Non, moi, j'ai des calendules, c'est vraiment drôle. On est vraiment cute. Donc, ça a toujours été dans moi, mais on s'entend que j'ai une période de ma vie
comme toi, où j'étais zéro écolo, là, j'habitais avec 3-4 colocs gars, puis c'est moi, les grosses décos de party, là, envoyées dans le sac à poubelle, puis les ustensiles en plastique, puis les gobelets de beer pong. Puis, tu sais, à partir du moment où j'ai commencé à habiter toute seule, tu sais, j'ai commencé à faire mon pain, à jardiner, puis je veux dire, ça s'est développé en moi. Je pense que tout le monde l'a. Puis il y a aussi le fait que je sais très bien que je vis un peu dans une bulle, puis que je fabule en pensant que tout le monde peut être écolo, parce que dans nos algorithmes, Facebook, Instagram, tout le monde nous ressemble. Tu sais, moi, dans mon algorithme Facebook, là, si tout le monde était comme les gens que je voyais, je veux dire, ce serait Manon Massé au pouvoir, là, on s'entend. Ouais. Fait que moi, je vois les gens dans mon entourage qui sont full écolo, qui essaient full de faire une différence, mais je sais que c'est pas la réalité puis que je vis dans un cercle fermé, tu sais. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des mentalités qui changent, puis on peut pas être parfait. Je veux dire, si je voulais être vraiment 100% écolo, je vivrais sans téléphone, sans ordinateur, dans le bois. Je ferais pousser mes propres légumineuses, puis ce serait ça, tu sais. J'aurais pas d'électricité. Mais tu serais tout seul, tu pourrais pas partager tes connaissances, ce qui fait que ça serait pas mieux, tu sais. Exactement. Fait qu'il faut trouver un compromis, puis on peut très bien, je veux dire, on va toujours exploiter beaucoup les ressources de la Terre. On est des êtres humains. On n'est pas supposé être aussi intelligent puis vouloir faire autant de choses. Ouais. Mais ça reste qu'on peut quand même vraiment diminuer facilement juste en réinventant nos espaces, réinventant nos villes pour arrêter d'être dépendant de l'automobile. Pour moi, c'est prioritaire. Moi, je viens d'acheter une maison en primeur. Pas grand monde le savent, là, mais j'essaie de trouver une manière de bientôt faire une publication là-dessus. À Chambly. OK. Oui, donc on pensait... Je veux dire, je suis née à Montréal, mes parents sont nés à Montréal, mes grands-parents sont nés à Montréal, donc je pensais jamais habiter en banlieue, mais j'ai découvert qu'il y avait des villes en banlieue qui étaient très piétonnes, puis qui étaient très faciles aussi d'accès en transport en commun. Et Chambly en fait partie. Je voulais aller à Longueuil, c'était le but depuis le début, mais je sais pas si tu sais en ce moment... Les prix? Oui, j'aurais très bien pu m'acheter ma maison de rêve dans le Vieux-Longueuil comme 1 an et demi, mais maintenant, elle est rendue 600 000. Fait que c'est plus possible. Mais à Chambly, on a réussi à trouver, tu sais, je peux aller faire mon épicerie à pied, je peux aller à la SAQ à pied, très important. Je peux aller prendre le bus à 15 minutes de marche qui va m'amener en 30 minutes à Bonaventure à Montréal. Je peux aller faire du ski de fond sans avoir à prendre ma voiture parce que c'est juste à côté de chez moi. Fait que je peux aller faire du plein air sans avoir besoin de prendre l'automobile. Fait que pour moi, tu sais, en ce moment, si je veux faire du ski de fond, je suis obligée de prendre l'auto, même si j'habite au cœur de Montréal, tu sais. Fait que j'ai essayé de trouver le beurre et l'argent du beurre, puis je l'ai trouvé dans la ville de Chambly. Mais c'est pas tout le monde, qui ont les moyens, mettons, de s'acheter une maison avec une grande cour, ils vont pouvoir jardiner et aller à l'épicerie à pied. Mais je pense que si on a à construire des nouveaux développements, c'est tous les condos qui se construisent à Sainte-Julie, est-ce qu'on peut au moins avoir à côté un IGA, un Jean Coutu, une SAQ, puis une école pas loin, juste pour qu'il y ait comme des espèces de blocs où tout le monde puisse circuler à pied ou en vélo. Des bébés quartiers, là, des mini-villages que t'as pas à trop te déplacer. C'est ça, t'as juste besoin de prendre l'auto si tu veux aller vraiment loin, puis essayer d'avoir un... Bon, là, le télétravail, ça arrange bien des choses, mais tu sais, si ton travail... Je me souviens plus qui a dit ça, là, mais il y a quelqu'un dans les années genre 50 qui a dit, ou 60, 70, c'est très précis mon affaire, qui a dit... Tu sais, si ton travail est à 50 minutes de voiture, c'est pas le trafic le problème, c'est le fait que ton travail est à 50 km de chez vous. Ouais. C'est des prix aussi, je pense. Tu sais, quelqu'un qui va habiter à Montréal, je veux dire... Puis avoir une cour puis 3 chambres à coucher. Puis une job à Montréal, je veux dire, c'est parce que ta job, il faut qu'elle soit vraiment payante, là, peut-être une maison à Montréal, fait que tu habites loin. Vu que tu habites loin, tu fais du transport en voiture tout le temps, fait que tu as créé la même problématique. Oui, non, c'est ça. Fait que, il faut pas voir les villes comme un centre puis ses agglomérations. Ouais. Je pense qu'il faudrait vraiment repenser à ça. En tout cas, il y a des quartiers à Barcelone qui sont comme ça. Là, c'est vraiment des blocs où est-ce que tu as tout ce que tu as besoin là-dedans. Là. Ouais, j'ai vu. Je trouve ça génial. Moi j'adore me déplacer à pied. Là. Pour de vrai, si j'avais pas été un peu pressée, je serais venue ici à pied. Ça aurait été 45 minutes, mais je trouve ça génial. Là, t'es pas venue en voiture? Non, je suis venue en voiture, même si j'aurais pu. Je suis venue en autobus, moitié à pied. Mais question pour super vrai, stupide. Là. Oui. Est-ce que les autobus à Montréal, il y en a qui sont électriques? Ça s'en vient, là, Valérie Plante, ça fait dès le départ, là, avant même qu'elle soit... Parce que là, j'ai invité au podcast Marc Bédard, qui est trop dans le jus, clairement, évidemment. C'est le gars qui a la compagnie Lyon.
Ah, mais je l'ai interviewé. Oui, mais. À Saint-Jérôme? Oui, mais je les ai interviewés pour 1.5. Ah, wow! Oui, il y a un an. Oui, parce qu'ils font des autobus scolaires électriques. Puis je suis allée comme à Saint-Colomban pour interviewer. Puis Amazon a acheté plein d'autobus. Ouais, d'autobus Lyon. Je pense à cause de la petite commande d'Amazon, ils sont dans le juice un petit peu. Fait que Marie Bédard, il n'y a pas beaucoup de temps pour mais moi. non, c'est à cause de mon entrevue avec 1.5 qui sont devenus famous. Mais ça, tous les autobus devraient être électriques, là? Absolument. C'est même pas une question, là. Absolument, mais tu sais, c'est long de changer ces modèles-là aussi. Puis déjà. Les sous aussi, là, le coût, ça coûterait de. Oui. Et ça coûte plus cher. Tu sais, déjà, il y a des écoles primaires, tu sais, qui essaient d'avoir des autobus électriques. Déjà là, je trouve que ça conscientise les élèves parce qu'ils embarquent tous les matins dans un véhicule électrique, tu sais, puis ils voient que ça fait pas de bruit, puis que c'est vraiment le fun, tu sais. Fait que je pense que comme on conscientise la jeune génération, mais avec les autobus de ville, c'est encore mieux aussi. C'est juste que, il faut aussi mettre les autobus qui existent déjà à la décharge. Fait que ça, c'est non. Faut soit trouver une manière de les recycler. Mais qu'est-ce qu'on fait d'abord avec ça? Je sais pas, faudrait que je me pense là-dessus. C'est vraiment une bonne question. Là, tu viens de me donner un autre sujet. Mais à long terme, peut-être que c'est quand même moins dommageable pour la planète de... Quoi que c'est beaucoup d'autobus qu'on mettrait à la vidange. Oui, c'est ça. Mais en même temps, on arrêterait de rouler au quotidien avec des véhicules à essence ou même à diesel, mais... On peut peut-être les transformer en genre de jardin intérieur ou quelque chose comme ça. Oui, ou tu sais, des petits street food, des trucs comme ça, ouais. Il y a de quoi à faire, mais... M'appeler Marc. Ouais. De Marc, j'ai une petite idée, mon chum. Ouais, ou tu peux-tu remplacer, genre, le moteur par une batterie puis garder la même structure? Ça se fait... Non, hein? Le poids, peut-être, ou... Je connais zéro la mécanique. Moi non plus. Ah, mon Dieu, moi non plus. J'avoue que c'est une bonne idée de faire ça. Ça coûterait moins cher. Ah non, peut-être pas. Mais sinon, il aurait déjà fait ça avec des autos, tu sais, mais en même temps, non, parce que... Non, parce que Tesla, s'il fait une voiture, il va pas prendre une vieille voiture. Il va prendre une nouvelle. Puis en même temps, qui va acheter un vieux char qui coûte plus cher qu'un char qui est... Tu sais-tu? Parce que ça va coûter vraiment cher pareil, là. Oui. Donc ça va coûter plus cher qu'un char neuf. Fait que toi, t'achèterais une vieille Jetta 92 avec un moteur électrique, mais t'as coûterait 35 000. Non, ça n'a pas rapport, non, c'est... La carrosserie va péter anyway. En ce cas, mais une année, ces chars-là vont quand même être aux poubelles de toute façon. Ouais. Fait que peut-être qu'il vaut mieux tout wipe out tout de suite. Puis après ça... Mais recycler le matériel, tu sais, je veux dire, faut trouver... Je veux dire, Tu fais quoi, je connais rien, mais les pistons, puis les joints, puis les sockets, là, les affaires, les voitures, là. Grosse conversation. Les joysticks, là, les affaires. Je sais juste, le seul nom que je connais dans une voiture, un véhicule, c'est moteur puis porte. Genre, je pourrais vraiment... Clé, Volant, contact. c'est pas pire, ça aussi. Volant, clé, contact. Frein, c'est cool aussi. Ouais, j'ai appris à conduire il y a genre 2 ans, là, puis ça m'a pris 5 ans à avoir mon permis, là. Fait que je suis... j'haïs ça conduire, là. C'est vraiment... J'haïs les autos, je comprends rien, ça me stresse. Si ça pouvait ne pas exister, puis je fais juste comme être sur un vélo qui va vraiment vite. Mais ça, c'est hot en vélo tout le temps, si on pouvait. Oui, mais je suis un peu heureuse aussi, là. Mais l'hiver, fat bike... En même temps, il y aurait moins de voitures si on est en vélo. Il y aurait moins de danger d'accident de voiture à cause qu'il y aurait moins de voitures. Ben oui, moi j'adore. Écoute, il y a plein de monde qui a ce que Valérie Plante a fait, mais moi, les nouvelles, pistes cyclables sur Saint-Denis, protégées, en tout cas dans Rosemont, là, dans le coin où j'habite. Mais ça, c'était juste broche à foin. Mais c'était rapide. C'était pas clair. Tout était différent. Ouais. Là, t'es comme, c'est une piste cyclable. Je veux dire, ça, c'est quasiment plus dangereux parce mais que. C'était comme, C'était trop. L'idée, moi, je ferais des pistes cyclables à grandeur, là, de qualité. Là. Quand je viens de Schlag, ben là, j'habite dans Rosemont, mais quand j'habitais en Schlag, je venais ici en vélo, le soir, je prenais Rachel. Ouais, c'est bien, Rachel. La Rachel est mieux, là. Oui. Mais avant qu'il refasse Rachel était couvert de trous, là. Ah, c'est ça. C'était l'enfer, il fait noir, il n'y a pas de lumière, tu vois que dalle. Puis sur le bord Notre-Dame, t'as la piste cyclable dans un genre de forêt-ish, là. Puis elle n'a pas de lumière, tu vois que dalle. Tu vois rien, il fait noir. Fait que t'arrives le soir à 8-9 heures, t'as beau une petite light sur ton volant, ça... C'est dangereux, là, rouler à Montréal en voiture. Il n'y a aucun plaisir à rouler à Montréal en voiture. Aucun plaisir. Aucun. C'est pour ça que, tu sais, là, dans la ville où je vais habiter, Chambly, là, il y a juste ça, des pistes cyclables, des petits sentiers, des endroits protégés, où est-ce que j'ai juste aucune chance de me faire frapper, puis mon futur enfant non plus, là. Fait que ça me rassure vraiment, vraiment. Mais, tu sais, j'adore ce qu'ils ont fait. C'est juste, c'est ça, là, le monde s'est levé un matin, puis, oups, il y avait juste une voie sur Saint-Denis, puis une voie sur Christophe-Colomb. Fait que je comprends la frustration, mais faut que les gens arrêtent de penser en fonction de la voiture. Si tu as besoin de prendre ta voiture pour te rendre du point A au point B dans le même quartier, c'est parce qu'il y a un problème. Prends Bixi. Prends tes pieds, si des tu fois, peux. je prends mon char de mon gym à l'épicerie, à chez nous. J'étais à 5 minutes. Non. Puis quand je fais ça, je suis comme, t'es un bel épais.
Non, T'es un faut pas. bel épais. Mais chez nous, je composte tout. Mes papiers mouchoirs, mes affaires. Non. Là, des fois, je prends mon char, je suis comme, c'est lourd de sacs d'épicerie. Non, investis dans un petit chariot comme moi. Là, je sais que genre. Je sais, faut que je fasse ça. Ouais, ou je veux dire un panier. Faut que je le fasse, faut que que j'arrête, hein, oui, un chariot. Puis, je veux dire, moi, je me trouve cute avec mon petit panier dans la rue. Puis l'hiver, les trottoirs sont déneigés, ça se fait bien. Cute avec un petit panier? Ben, c'est ça. C'est sûr que le look sur un gars est comme. Ça vient moins à notre esprit, tu sais, mais comme un moment donné, il faut. On le mettre en armée, mettre des grosses roues. Oui, c'est ça. Un genre Oui. de pick-up. Un pattern, là, ouais. c'est ça, de chasse, mais il faut décloisonner, là, ce qui est cute sur un gars, sur une fille. Un jour, ça va C'est ça, arriver. j'allais dire aussi, en bout de ligne, on s'en crisse. Là. En bout de ligne, on s'en crisse, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je peux Faut que je comprendre fasse ça. ça. OK. Parlant d'Instagram et, Oui. et de gens, dans un, je pense que c'est... à quelle émission j'ai entendu parler de ça? Je pense à Radio-Can que j'ai entendu parler de Jérémy Jarre. Jérôme Jarre. C'est lui, Oui, Jérôme Jarre, Jérôme qui a Jarre. amassé comme 2 millions de dollars avec un post pour la Somalie. Ouais. Ou je sais pas trop. Ou le Myanmar, je sais. Et ça fait longtemps, ça fait 3-4 Mais est-ce que, tu sais, ans. lui, c'est exactement le genre d'influenceur, Instagrammeur, qui peut faire des réels changements avec ses followers. 2 Oui. millions de dollars, c'est Oui. fucking énorme. Oui. Après ça, après ma chronique, j'avais entendu dire qu'il y avait comme une partie de ces 2 millions de dollars-là qui avait été soit investi dans lui-même ou dans une entreprise. Mais bon, tu sais, ça fait tellement longtemps là, que j'ai plus de données ou de statistiques par rapport à ça. Mais je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent leur tribune pour ramasser des fonds. Tu sais, par exemple, Alexandre Champagne, que j'ai interviewé pour parler des milliardaires, de la philanthropie. Tu sais, c'est un bon exemple. Lui, il a déjà beaucoup d'argent quand même personnellement, plus que la moyenne des gens, ils veulent investir. Puis il va dire aux gens, hey, si vous avez un 20$ à donner, tu sais, donnez-le, et il va amasser 15 000 $ facilement pour, par exemple, Sainte-Justine ou Moisson Montréal, des trucs comme ça. Puis je trouve ça bien. Par exemple, Raphaël Roy, qui a fait La Voix, qui est chanteuse, puis qui est une militante végane aussi, a fait beaucoup ça pour des causes animales, tu sais, donc sauver tel animal. Là, moi, c'est moins mon genre, là, de donner de l'argent pour les animaux. Là, non, j'adore pas les animaux, là. J'ai tolère, là, mais moi, je donnerais pas de mon argent pour les animaux, je garderais mon argent pour, mettons, un enfant malade, là, plus qu'un chat malade. Mais bon, plus ça va, plus sauver les animaux avant de sauver les humains. Là. Plus ça va. Oui, mais il y a quelque chose qui ouais, les antispécistes sont très intenses, puis comme il faut des antispécistes, donc des gens qui voient les animaux égaux aux hommes. Donc pour c'est un mot, ça. Ouais, faut l'écrire à la maison. Oui, antispéciste, ben c'est d'arrêter de croire que, en fait, d'être spéciste, c'est de voir les espèces puis de leur donner une hiérarchie, je pense. Je me suis pas penchée là-dessus, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. Là. Okay. Donc, c'est de croire que je suis plus importante qu'un cochon. Tu sais, je veux dire, je mange beaucoup végétalien, pas à 100%. Tu sais, j'aime bien encourager des fromages québécois une fois de temps en temps, tout ça, tu sais, puis si on me donnait un poulet d'une ferme, je le jetterais pas, là, je veux dire, je ferais de quoi avec. Mais, tu sais, pour moi, le végétalisme, c'est une des façons de vaincre les changements climatiques. On y reviendra si tu veux. Mais je veux pas non plus voir les animaux comme... Ben, je veux voir les animaux comme mes égaux, mais on dirait que c'est pas encore intégré dans ma pensée. Je trouve que les antispécistes sont importants pour justement remettre en cause... Hey, c'est tellement taché ce que je porte tout le temps. En tout cas, excusez. C'est le style grano. Oui, exactement. Mais je pense que c'est brûlé parce que je vais me prendre un calorifère. En tout cas, on revient à ton idée. Faut le garder. Ben oui, je vais le garder, c'est sûr. Je vais juste le revirer de bord. Mais c'est ça, c'est important que les gens soient conscientisés au végétalisme, que les antispécistes existent. Mais pour moi, si j'avais à choisir entre un bébé humain puis un bébé veau, genre... Oui, là, c'est sûr que directement, si tu mets ça vraiment sur deux... Ouais. L'image est dégueu, mais si tu mets un bébé veau sur une table avec un bébé humain, c'est un gun chaque temple, forcément, je vais y aller avec le... Oui, puis je vais utiliser toutes les parties du veau pour le manger. Je veux pas le gaspiller, tu sais. Mais je mangerai pas le bébé humain, évidemment pas. Fait que, je sais pas c'est quoi la question de départ. Oui, les gens. Oui, je parlais de Raphaël Roy, tout ça. J'adore Raphaël Roy, puis je trouve que c'est nécessaire. Bon, il y a des gens qui utilisent leur plateforme pour sauver des animaux parce que, contrairement aux humains, quand un animal veut se faire soigner, il n'y a pas d'assurance maladie, puis ça coûte 15 000 $. Voilà. Ma question à la base que j'aurais voulu te poser, c'était... Quel autre compte, quelle autre personne on peut suivre sur Instagram, YouTube, peu importe, qui a un peu la même vibe que toi?
Il y a Authentique Andréane qui parle d'écologie un peu de la même manière que moi. Elle met beaucoup l'avant des statistiques, des initiatives. Tu sais, c'est super concret. C'est une fille très concrète qui a l'air très frontale. Tu sais, elle a une énergie genre de bélier, là, je trouve, cette fille-là, même si je pense qu'elle est taureau. En tout cas, whatever. Puis... OK, là, on parle d'astrologie. Oui, tu parlais de l'animal. Non, je sais ça. Mais de l'animal aussi, c'est juste que j'ai tellement ce vibe-là quand j'entends cette fille-là dans mes stories. Mais elle est vraiment pertinente. Tu sais, il y a toutes les personnes, je pense, qui parlent de végétalisme sont importants parce que c'est important, je trouve, que dans notre quotidien, on intègre des recettes végétaliennes au quotidien. Donc, Raphaël Roy, Catherine Renaud, Jessie de Occupation Double, son nom de famille, c'est Nadeau. Donc, des personnes comme ça, je trouve ça très cool. Il y a Faire Soi-même qui est vraiment cute, qui a une chaîne YouTube vraiment chouette, tu sais, mais la plupart des gens qui parlent d'environnement, comme je le disais, c'est beaucoup dans les DIY maison, comment faire son papier de toilette maison, comment recycler. Ça, c'est possible, ça. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ben moi, j'ai un bidet, puis j'utilise soit des vieilles affaires ou des affaires de même pour enlever l'eau. Des vieilles affaires. Des vieilles affaires pour enlever l'eau, mettons, parce que c'est ça le but, parce que le. Ben oui, le bidet, il fait la job, tu sais. Clairement. Mais non, c'est ça. Mais moi, je fais pas beaucoup de DIY parce que je suis poche. J'utilise des vieilles affaires pour la toilette. Pour l'eau. Oui. Oui, très clair, Maud. Grano, oui. Oui, exactement, très grano. Fait que ouais. Je dirais Authentique Andréane, Catherine Renaud, Raphaël Roy, c'est des Faire Soi-même. C'est des gens que je trouve super inspirants puis qui m'inspirent au quotidien. Puis ouais, c'est pas mal ça. Quand on parle de montage vidéo, là, parce que tantôt j'ai oublié de te poser la question, on t'a trop emballé par la discussion. Quand on parle de montage vidéo que tu fais toi-même, combien de temps que ça te prend dans ta journée, faire un montage? Ça varie entre 6h et 18h. Ça varie vraiment. Pour une capsule YouTube, mettons? Oui. Une capsule. IGTV, c'est moins long souvent parce que c'est une vidéo qui est moins longue, qui est un petit peu plus scriptée, tu sais. Mais vidéo YouTube, ça va peut-être autour de 12 heures, là, comme une journée de travail et demi, à peu près. Puis souvent, tu sais, créer, tu sais, la pré-prod, là, donc créer mon texte, qu'est-ce que je vais dire, c'est peut-être une journée. Puis peut-être, en tout, une vidéo YouTube, tu sais, ça doit être comme un bon 3-4 jours de travail. Fait que c'est pour ça que j'en fais juste une fois par 2 semaines. Parce que faut que je diversifie. Tu sais, moi, j'écris dans la vie pour des médias, pour gagner ma vie aussi, tu sais. Donc... Ça, t'es chroniqueur chez Urbania puis chez Journal de Montréal. Oui, Journal de Montréal. J'écris aussi pour des magazines, genre Déco, des trucs comme ça, là, parce que mon nom est pas nécessairement là-dessus, là, mais ça arrondit vraiment bien les fins de mois, puis j'adore faire ça. Mais ouais, c'est ça, quand c'est pas des collaborations que je fais avec des entreprises, c'est un petit peu ça ma source de revenus. Comment qu'on devient chroniqueur chez Urbania? Ben, Urbania, j'écris plus vraiment pour eux, là, Montréal, parce que... écoute, comment j'ai commencé? J'avais commencé à écrire à Urbania. Ben, tu sais, Urbania, je veux dire, ils payent. Des fois, je fais des textes pour eux qui sont commandités par des compagnies, donc c'est payé un peu mieux. Mais à la base, c'est un média qui n'a pas tant de budget. Là, donc, je veux dire, écris pas pour Urbania à temps plein là, comme pigiste, puis tu penses que tu vas faire beaucoup d'argent. Là. Mais si tu veux écrire sur Urbania pour avoir de la visibilité, parce que c'est un petit peu ça le but à la base, ben, tu leur écris, tu leur soumets des textes. Puis moi, j'avais fait ça il y a comme 4 ans, je pense. Ouais, il y a 4 ans. Ça avait fonctionné, puis ils m'avaient demandé d'en écrire tout le temps. Les gens de Montréal, ils te payent à chaque chronique? Ouais, c'est ça. Ben, Journal de Montréal, en fait, ça a commencé parce que j'avais fait comme une espèce de semi-télé-réalité de jeunes chroniqueurs qui s'appelaient Les Novices. En tout cas, que mon expérience n'a pas été folle avec ça. Là. C'était une espèce d'initiative de Québécois de recruter 5 jeunes entre 18 et 30 ans pour qu'ils fassent des débats à la radio de Cube Radio qui venaient d'émerger à ce moment-là, là, puis qui donnent aussi des chroniques d'opinion dans le Journal de Montréal 2 fois semaine. C'est supposé être payé. Ça l'a pas été. Super. Mais on m'a réengagée après pour faire des chroniques environnementales à la radio. Puis j'ai été approchée par le 24 heures, qui est une branche de Québécois, pour écrire des trucs sur Montréal, puis c'est souvent rediffusé dans le Journal de Montréal. Fait que c'est un peu ça. Là. Si on parle de cash, à quel point tu peux vivre de chroniques? Pas vraiment. J'ai essayé de faire ça, puis c'est une... Ça paye plus que les chroniques de Primo, mettons, là, à 5$ la chronique. Là. Oui, c'est ça. Ben, ça dépend vraiment. Là, tu parles de chronique, mais je veux dire, je suis aussi journaliste. Donc, je fais des articles de journaux. Puis ça demande des recherches, ça demande des entrevues. Mais, tu sais, chaque média paye différemment. Il y en a qui payent au feuillet, il y en a qui payent au texte, il y en a qui payent à l'heure. Fait que... je sais pas. Oui, c'est ça. Il y en a, par exemple, 1.5, qui est le média de l'action climatique pour lesquels je fais des capsules. Quand je fais des capsules vidéo, je payais à l'heure. Puis quand je fais quand j'écris, je payais au feuillet.
Feuillet, c'est... c'est genre 250 mots. Fait que... Un feuillet, c'est 250 mots? Ouais, à peu près. OK. Donc, 250... Mettons, un article, ça va être 500 mots. Ben là, je vais être x2. Donc, si, par exemple, je payais 100 $ le feuillet, ben ça va être un article à 200 $. Okay. Fait que les prix tournent normalement là, autour entre 100 et 300 $ pour un article. Mais des fois, je vais écrire... Par exemple, j'écris des articles de déco vraiment rapidement qui vont prendre 1 heure pour 3 feuillets. Mais pour ces magazines-là, je vais être payé 20 $ de feuillet, mais ça va m'avoir pris 1 heure, puis j'avoir fait 60 $. Je comprends. Fait que ça varie vraiment. Tu sais, Primo, il était vraiment critiqué, puis c'est vrai que, genre, c'est pas un métier à prendre à la légère parce qu'il faut faire des belles tournures de phrases, tout ça. Mais je pense que c'est la façon de l'amener qui était vraiment mal placée. Vraiment? Parce qu'en tant que tel, c'est vrai. C'était pas si mal. Non. Mais en fait, c'est venant de Vie Primo. Je pense que le monde s'attend. Le gars qui pop les bouteilles de champagne, qui a du cash comme de l'eau, qui paye 5 $. C'était comme là, t'es l'exemple parfait d'un gars qui sous-paye les gens. Exactement. Ben, il aurait dû s'y attendre. Là, je veux dire, c'était tellement facile de critiquer. Là, quand il a sorti ça, je veux dire, j'étais saisie par l'audace. Mais après ça, quand j'ai lu, j'étais comme, c'est pas si pire. Ça aurait tellement pu être amené d'une autre façon. Il est tellement pas obligé d'écrire combien c'est payé non plus par article dans son annonce. Je pense qu'il drop tellement de choses. Tu sais, Olivier Primo, c'est quand même un gars que je respecte beaucoup pour... C'est un businessman qui travaille vraiment fort. Puis ce qu'il a fait avec le Beach Club, tu peux pas y enlever. Il a complètement changé la donne. Il a amené une place qui était vraiment de base à un truc vraiment nice avec des DJ. Qui a un rayonnement international. C'est ça, exact. Oui. Fait que tu sais, ça, j'y donne à 100%, mais là, ça, c'est juste la façon qu'il l'a apporté. Je pense qu'il drop tellement de contenu que des fois, il l'échappe. Ouais. Il drop de quoi? Il n'a pas pensé, il l'a droppé, puis t'es comme, oh merde, j'aurais dû m'asseoir 2 secondes puis penser. Je pense que oui, que les journalistes. On va y pardonner, là. Tout à fait. Ben, tu sais, je pense que 5 $, je pense que 20 $, ça aurait plus d'allure. Parce que, tu sais, il faut quand même que, quand t'es pigiste, tu peux pas être payé 20 $ de l'heure. Il faut que les gens comprennent ça. Il faut que tu sois payé au moins 30-35 $ de l'heure. Parce que, si vous savez le nombre de temps que ça me prend faire ma facturation, heureusement, ma mère est comptable, pour de vrai. Blesse Louise Carmel, pour vrai, c'est genre... On salue Louise. Oui, on salue Louise à la maison. C'est ma comptable, elle me charge pas, là, mais elle fait tellement d'heures pour moi. Là. Il y a beaucoup de pigistes qui font le même, c'est ça qui arrive. Oui, c'est ça, mais juste... T'as pas 40 heures semaine non plus quand t'es pigiste. Ou tu l'as pas tout le temps, fait que là, faut que tu compenses avec 20 $. C'est ça. Fait que, mais tout le temps, je veux dire, juste les échanges de emails que j'ai dans une journée, décider d'un contrat, combien ça va être payé. Ensuite, répondre, confirmer, faire la facture, envoyer mon talon... Tout ça, c'est du temps dans une semaine qui n'est pas payé. Donc, puis de juste switcher d'un contrat à l'autre dans une journée, ça se fait pas de même, tu sais. Fait il faut que je sois payée 30-35 $ de l'heure pour que ça fonctionne puis que j'ai un revenu décent de au moins 25 000 par année, là, tu sais. Ce qui est déjà pas tant. Là. Parlant de temps, le temps que ça te prend de travailler sur Bravo Mode, est-ce que c'est du temps que tu sacrifies que tu as à faire autre chose? Tu dirais que tu trouves que tu mets de côté depuis que tu as créé ça, que tu sais, ouais, ça me prend du temps, puis ça, j'en sais faire ça? Ben, c'est une question intéressante parce que j'ai l'impression que dans la dernière année, autant Bravo Mode sur YouTube que sur Instagram a pris beaucoup d'expansion parce que j'ai pu y consacrer du temps grâce à la PCU. Ah, OK. Oui, parce que j'ai... Même affaire. Ben oui et non, c'est ça, parce que, dans le fond, je fais beaucoup moins d'articles écrits puis de vidéos pour 1.5 depuis le début de la pandémie parce que, bon, c'est plus compliqué. 1.5, on va y revenir à ça. Oui, c'est ça, 1.5, je peux plus faire de vidéos comme à Saint-Adrien puis d'être dans le char avec le technicien, tout ça, ça se fait plus. Puis, par exemple, le 24 heures a plus autant de budget pour les pigistes parce qu'ils peuvent plus avoir autant de commanditaires, de publicistes. Parce qu'il y a moins de monde qui... Ben parce que les publicistes, pendant un certain instant, en tout cas, les compagnies avaient moins de budget pour des annonces. Fait que là, eux, le média, la première chose dans laquelle ils coupent, c'est les pigistes, donc moi. Donc, ça fait en sorte que j'avais moins de revenus et que j'avais le droit à la PCU. Donc, j'ai utilisé la PCU pour vraiment travailler mon branding, mon visuel. Puis, de fil en aiguille, ça s'est vraiment plus développé. Puis, dans la dernière année, pour vrai, Bravo Mode a fait ça. Puis, mon contenu est de meilleure qualité. Mais là, je recommence à avoir des demandes de contrats payants. Puis je me dis, est-ce que je délaisse Bravo Mode? Est-ce que je reprends les contrats un peu plus payants, mais qui ne sont pas tant que ça? Ou je continue à travailler sur Bravo Mode pour avoir de plus en plus de possibilités de partenariat avec des entreprises qui ont du budget. Fait que ce que je vais faire, c'est que là, j'avais dans l'idée, demain, de prendre une pause de réseaux sociaux pendant une semaine.
ça, je pense que ça va être vraiment difficile pour moi de la documenter parce que est-ce que j'ai vraiment pris une pause de réseaux sociaux pendant une semaine si je la documente pas sur YouTube? C'est vraiment triste. Mais puis pendant ce temps-là, je vais consacrer à mes projets payants et non payants. C'est-à-dire, est-ce que je veux... tu sais, il y a mon agence qui veut que je développe des idées de conférences. Ça peut être vraiment payant. Puis j'ai plein d'idées de concepts en tête. J'en ai fait un petit peu avec des entreprises. Je veux écrire 14 livres. Je veux développer des idées de podcast. C'est toutes des idées à développer, mais rien qui va être payant. Je veux dire, dans la semaine où je vais m'arrêter. Mais c'est sûr que le temps que je passe sur les réseaux sociaux dans une semaine, là, ça doit être, 20 heures. Là. C'est vraiment beaucoup de travail, là, chercher mes informations, puis les synthétiser, faire un beau message pour que les gens le comprennent, puis avoir un visuel qui l'accompagne. Juste une story, ça peut me prendre beaucoup de temps. Puis les gens le voient pas, là. J'ai pas pris juste une photo de mon salon qui est beau, là. Tu sais, j'ai fait des recherches, puis j'ai amené un visuel intéressant pour que le monde le lise, là. C'est long. Puis si t'avais le budget, là, si t'avais aucun problème de budget... Que je gagnais, mettons, le million demain, genre. Mettons, 1 million, 2 millions, peu importe, mais que tu peux faire ce que tu veux, dans quelle branche tu te lancerais? La radio. Ah ouais? Oui. La radio. Ça a toujours été mon rêve. En fait, mon but ultime dans la vie, c'est d'animer une émission de radio à Radio-Canada. Ça a toujours été mon rêve. Je sais que ça n'a pas rapport, là. Ben, c'est pas que ça n'a pas rapport. Non, ça a rapport. Ça a vraiment rapport, en fait. Tu m'aurais dit, je veux animer à une émission de radio de Québec. Je serais dit, peut-être, ça n'a pas rapport. Là. Oui, je vais être le bras droit de Éric Duhem ou genre Jeff Fillion. Mon pote Jeff. On le salue pas, lui. Non, pas vraiment. Oui, donc, tu sais, oui, l'environnement, ça m'intéresse, mais je pense que je vais rapidement m'essouffler là-dessus parce que je suis pas scientifique. Puis c'est très demandant pour moi d'aller chercher des statistiques, puis des informations, puis le vulgariser parce que j'ai pas... Je pense que t'as tort. Attends, Quoi? Je pense que t'as tort dans le sens où il faut des gens comme toi qui vulgarisent. Oui. Tu vulgarises. Oui, je sais. Ben, parce que si un scientifique passe à la radio ou à la télé, il y a plein de gens qui vont aimer ça parce que c'est leur style, mais il y a des gens comme moi qui, quand c'est trop complexe, ça marche pas. Oui. Puis toi, t'es capable de prendre l'information. Dans une étude de 400 pages, si déjà en partant, il y a un scientifique qui le réduit un petit peu dans un texte, puis toi, que tu prends juste ce qui, selon toi, va être accrocheur, je pense que tu as le pouvoir de pouvoir amener ça au peuple. Ben c'est ce que je me suis dit, puis c'est ce que, tu sais, mon chum et moi, parce qu'on réfléchit beaucoup là-dessus au quotidien, là, c'est comme ce qui nous relie beaucoup, l'environnement, puis ces données-là, ces statistiques-là sur les changements climatiques, c'est que vu que je comprends pas tout, je peux pas aller dans les données compliquées puis les informations compliquées parce que je les comprends pas. Mais t'as-tu à y aller? C'est nécessaire d'aller chercher... Moi, si 50% de la biodiversité est disparue, c'est enough, là. Ben, il faut comprendre c'est quoi la concepts. Biodiversité? C'est ça. Il faut comprendre des concepts de base. Puis ça, c'est vraiment mon chum qui a réussi à me les expliquer puis à me les amener au quotidien. Parce que lui, il voit des rapports au quotidien sur la biodiversité de telle forêt en Mauricie, tout ça. Donc, il me rapporte tout ça. Puis des fois, dans mes vidéos, il va me dire « Ah, mais là, t'aurais tellement pu plus pencher sur ce sujet-là. » Puis là, il part là-dessus. Puis je suis comme « Mais j'ai rien compris de ce que t'as dit, donc non, j'aurais pas dû aller là-dedans. » Parce que c'est ça. Oui, ça aurait pu ajouter quelque chose à mon contenu, mais peut-être que j'aurais perdu la moitié de mon auditoire ou parce que c'est trop complexe, c'est peut-être juste pas intéressant. C'est plate, là, mais... Ben, c'est intéressant, mais c'est pas ça que les gens doivent retenir. Il faut quand même retenir une certaine urgence, mais oui, il faut comprendre faut comprendre le principe de changement climatique, de calotte glaciaire, il faut comprendre le principe d'écosystème, de biodiversité. Ça, c'est super intéressant, mais une fois que tu le comprends, tu le vois partout. Depuis que j'ai compris que dans un écosystème, chaque chose affectait l'autre, que si j'arrache un chaga sur un bouleau, ben là, il va y avoir telle espèce de verre qui va plus pouvoir fonctionner sur ce bouleau-là, puis que là, il va être en train de maladie. Les oiseaux mangent ces vers-là, fait qu'il y aura plus d'oiseaux. Fait que là... C'est la chaîne alimentaire, tu sais, puis là, j'ai dit n'importe quoi avec mon exemple de chaga. C'est juste que là, je suis dans une grosse lubie de chaga dernièrement. C'est quoi de chaga? C'est un champignon qui pousse sur les bouleaux, genre. Je savais. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que là, je suis dans une lubie de genre chagachino, là, puis de me faire comme une boisson le matin à partir de champignons-là. En tout cas, je suis rendue complètement grano. Là. Mais tout ça pour dire que maintenant, quand je me promène dans une forêt, ces concepts-là de biodiversité et d'écosystème sont constamment dans ma tête, puis j'apprécie vraiment plus la nature. Puis j'adore lire, par exemple, sur la communication entre les arbres. Ça me permet vraiment de me motiver au quotidien à donner les informations sur les changements climatiques parce que je m'attache aux arbres depuis que je sais qu'ils communiquent de façon souterraine puis qu'ils ont plein de secrets qu'on connaît pas. Je trouve ça malade. Puis de trouver de la poésie dans
dans la nature, je pense que c'est ça ma force, parce que un scientifique le verra pas nécessairement. Il va le voir comme quelque chose de fascinant, mais il le verra pas comme une espèce de message secret magique que les arbres voient puis que nous, on n'a pas la chance de voir. Mais... Parce que t'es une petite affaire ésotérique, toi, dans ton oui, dans ton ben comme mindset. ben des filles milléniales, hein, je suis pas très originale là-dedans, mais oui, tu sais, j'aime beaucoup suivre le cycle des saisons. Puis je trouve que comme femme, ben Tu parles d'été, oui, automne... d'automne, d'été, automne, je sais pas si t'as déjà entendu oui, c'est parler. non, mais peut-être c'est peut-être plus poussé, peut-être à me dire les cycles des saisons à travers la lune ou Ben il y a ça aussi, une affaire que j'allais perdre, mais je sais vraiment pas si tu veux que j'embarque là-dedans, mais tu sais j'adore par exemple comparer mon cycle menstruel avec le cycle de la lune, tu sais, puis de timer, tu sais, il y a un bout où j'essayais de timer mes règles avec la nouvelle lune, tu sais, tout ça, puis mon chum il me trouve bien drôle là, tu sais. Quand tu dis la nouvelle lune. C'est la nouvelle lune, c'est quand tu vois rien dans le ciel. OK. C'est parce qu'elle est rendue invisible, puis après, ça va recommencer à grossir jusqu'à la pleine lune. Je pense que la pleine lune, c'est demain. En tout cas, tout ça pour dire que je trouve que tout est un cycle. Les saisons, c'est un cycle. Puis tu sais, par exemple, là, je vais rentrer dans les sabbats puis les trucs celtiques. Là. Mais les fêtes traditionnelles en Occident, là, les fêtes traditionnelles chrétiennes, Noël, oui. Saint-Valentin, tu sais, ben, peut-être pas Saint-Valentin, là, mais Noël, Pâques, tout ça. Je veux dire, à la base, c'était quand même basé sur quand la lumière arrive, quand la lumière part. Tu sais, Noël, c'est le retour de la lumière. Ça a un lien avec la nature quand même. Bien, exactement. Puis moi, j'apprécie beaucoup plus la nature depuis que j'apprécie le changement de saison. Depuis que je me dis, hey, je trouve ça malade de voir le même arbre en novembre, puis en décembre, puis que d'une journée à l'autre, il est différent, puis qu'en février, il va être différent, puis qu'en automne, il va être différent. Puis moi, je célèbre vraiment les équinoxes puis les solstices parce que je trouve que c'est des super beaux moments pour faire le point, plus que le jour de l'an, plus que Noël. C'est beau ce que tu dis. Ben, je trouve que ça a l'air. Je suis ému. C'est vrai? C'est pas des jokes. Mais, non, mais j'imagine l'arbre, là, je viens d'avoir une image d'un arbre, puis c'est comme un arbre seul dans une grande plaine, tu sais, le classique. Là. Oui, oui. Puis je le vois changer, puis je suis comme, man, c'est bien beau. C'est full émouvant, vraiment. Puis les gens qui haïssent l'hiver, s'ils commencent à vraiment comme apprécier puis de regarder, ah, là, on a 15 minutes de lumière de plus cette semaine que la semaine passée. Puis moi, j'adore en novembre quand je vois la lumière descendre puis je me dis, hey, mon alimentation va changer parce que j'ai plus besoin de vitamine D, puis j'ai moins besoin d'énergie parce que je vais moins aller dehors. Puis c'est de timer ton corps avec le cycle des saisons parce que dans le temps, ben ils pouvaient pas manger des avocats à l'année longue, là, on s'entend. Ben, ils pouvaient juste pas en manger au Québec. Ben, à part c'était une place que des avocats. Là. Exactement. Clairement. Oui, non, c'est vrai. Mais je parle au Québec, tu sais, donc de se concentrer vraiment sur les aliments plus gras. Mais tu sais quoi, le problème, c'est que notre société est faite en sorte qu'on a toujours la même vie à longueur d'année. Ça, c'est un méchant problème parce que ta job est tout le temps la même. C'est tout le temps le même nombre d'heures par jour. C'est identique, mais quand les saisons changent, toi, il faut que tu restes pareil. Mais logiquement, on ne devrait pas rester pareil. Non, ben c'est ça, on devrait s'adapter. On a l'hiver parce qu'il faut que tu rentres travailler le matin. Ben pas là, mais en général, le matin, même si c'est une tempête de neige, tout mais t'es comme moi, mais j'ai des kids, là, j'ai ça, là, j'ai des tempêtes de neige, je me lève, là, j'arrive en retard à la job, là, je pars du trafic. Comme, c'est l'hiver. Il l'hiver. faudrait comme ralentir l'hiver, puis trouver une manière de ralentir, puis d'être vraiment plus comme une abeille active l'été. Exact. Moi, c'est comme ça que j'essaie de voir la vie, puis c'est ma spiritualité, moi. C'est en lien avec la nature, puis c'est... Bon, oui, j'aime ça, l'astrologie, mais moi, c'est plus concret, là, ma spiritualité. Elle se trouve vraiment dans les racines d'un arbre, dans le cycle de la lune, puis dans la lumière qui change. Là. Moi, c'est vraiment ça, ma spiritualité. C'est intéressant. Puis je me base là-dessus pour mes méditations, puis je trouve que ça manque vraiment dans le moment présent, là, de me baser là-dessus, puis je trouve que c'est très congruent avec mes valeurs de personnes écolo. Je pense que l'hiver, ça va aider. En fait, je pense que la pandémie a aidé aux gens à apprécier davantage l'hiver. Cool. En ce moment, j'aime vraiment plus l'hiver qu'avant. Ben oui, tu as le temps de faire des... Je fais tellement d'hiking, je fais tellement de trucs qu'avant, j'aurais jamais fait. Là, j'ai du temps aussi, ça aide, là, mais ça reste que j'ai pas le choix. Si je veux profiter de la nature, je peux pas aller au Maroc, je peux pas aller au Panama, je peux pas aller nulle part. Faut que je reste ici. Fait que je pense que j'apprécie de plus en plus l'hiver. Oui, puis l'hiver au Québec, c'est ça, de découvrir de nouvelles régions comme Charlevoix où tu es allé la semaine passée. Mais je vais en char. Oui, c'est sûr que tu y vas en char. Montez deux. Coloquez-moi dans le char. Oui, c'est ça. Bon, le covoiturage, c'est sûr qu'en région, tu sais, là, je parlais de petites villes, tout ça, parce que tu peux prendre l'auto, mais en région, c'est sûr que c'est pas vraiment possible. À part Baie-Saint-Paul, tu peux très bien te diriger dans Baie-Saint-Paul à pied, mais une fois que tu es dans la Malbaie, là... Mais ton logis est en haut, tu vois, t'as une bonne côte, là?
T'as une bonne... tu la glisses, puis tu remontes. C'est remonter, la descente, il n'y a aucun stress, ça va y aller. Ouais. Mais la montée, tu vois, t'es comme... Ouais, mais il faut prendre plus notre temps. Il faut arrêter de penser là, qu'on a 15 minutes là, pour aller faire l'épicerie, prendre à manger, tu sais. Mais après ça, on vit dans un système où est-ce qu'on doit travailler 40 heures semaine. Là. Puis, je parle de plein de choses en ce moment, de comment on devrait vivre, mais c'est un mode de vie de personnes super privilégiées. Là, j'ai le luxe, moi, d'être pigiste, puis de prendre le temps quand je peux le prendre, puis d'avoir un coussin financier intéressant, puis si jamais je me retrouve à la rue, ben il y a mes parents qui vont m'aider sans problème. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte, puis je comprends qu'il y en a qui doivent vivre paycheck to paycheck, puis ils n'ont pas le temps de se poser ces questions-là. Non, c'est clair. C'est clair. Je voulais qu'on parle un peu de ta carrière de comédienne. Oui. T'as commencé ça jeune? Oui, vraiment, à 15 ans, avec Tactique, qui était une émission jeunesse là, qui a comme... pas remplacé Ramdam, là, mais qui a suivi Ramdam. Puis l'affaire, c'est que quand t'es adolescent, il y a moins d'adolescents qui ont comme le lobe frontal assez développé pour comprendre les émotions puis être juste à la caméra. Une autre façon de dire, il y a trop peu d'adolescents. Il n'y a pas tant d'adolescents qui sont comme bons comédiens, puis il y a beaucoup de rôles d'adolescents, donc c'est plus facile d'avoir un rôle quand t'es un adolescent qui a quand même une certaine intelligence émotionnelle d'avoir un rôle. Mais plus tu vieillis, plus là, tu compétitionnes avec ceux qui sortent des écoles de théâtre, tout ça. Fait que c'est un petit peu ça qui s'est passé dans ma vingtaine, c'est que mon casting est aussi pas clair. Est-ce que je vais jouer la bitch de service, tu sais, la cute fille, ou je vais jouer la girl next door, tu sais? S'ils veulent une fille girl next door, ben, ils vont prendre la brunette. S'ils veulent la fille plus Barbie, ben, ils ont plein là, de mannequins là, qui ont ce casting-là bien plus que moi. Fait que je me suis toujours trouvée dans un entre-deux où est-ce qu'on me casse pour la fille sage, intellectuelle et intelligente. Tu sais, chaque fois que c'est une affaire de prostituée, on me dit que j'ai trop l'air d'une fille de bonne famille, puis genre, je leur concède, là. Tu sais, j'ai de la misère à mal parler. Fait qu'on dirait que je me suis comme trouvée dans une espèce de entre-deux où je savais pas trop quoi faire. Est-ce que je vais dans une école de théâtre, oui ou non? Mais j'aime tellement trop toucher à tout que pour moi, aller dans une école de théâtre puis faire la même chose pendant 3 ans, là, c'était comme... du temps. Ouais, ça m'angoissait trop. Mais si on t'offrait des rôles maintenant, est-ce que tu prendrais? Ah, mon Dieu, oui. Moi, je pense que c'est ce que j'aime le plus là, dans la vie, c'est jouer des rôles. Mais c'est pas si facile que ça. Là. Je passe des auditions ici et là, mais quand tu passes 2 auditions par année, là, c'est difficile. Les chances, puis t'es comme 20 à la passer. Les chances sont minces, puis plus le temps avance, plus on t'oublie, tu sais. Fait que... Puis, tu sais, je veux dire, j'ai comme fait la paix avec ça, puis c'est ça, j'adorerais, tu sais, avoir quelques rôles une fois de temps en temps, mais ça reste que mon rêve ultime, c'est vraiment, tu sais, d'animer à la radio, faire des chroniques à temps plein à la radio, là, tu sais. Je pense que je m'épanouis plus là-dedans que sur un plateau de tournage. Je te souhaite. Merci. Ça va arriver, je suis sûre. Ton contenu, c'est bon. Tu vas peut-être créer un genre de rad différent. Ouais, je sais pas. Tu sais, ben, rad, c'est full mon genre en plus. C'est juste que je pense que les gens me considèrent pas assez comme journaliste pour m'engager comme journaliste à Radio-Canada. Je suis comme dans un entre-deux, tu sais. Tu peux l'idée le projet, tu sais. Oui, je pourrais pitcher. Mais j'ai déjà pitché des idées de podcast à Radio-Canada, mais c'est full niché. Écoute, l'idée de podcast que j'ai pitché, puis au pire, je le ferai de façon indépendante, là, puis je le dis de même pour que personne prenne mon idée, c'est... dans le fond, j'adore la mythologie. Puis c'est de prendre chaque archétype féminin, chaque personnage de la mythologie grecque féminin, puis de décortiquer en quoi ça a influencé la façon dont on perçoit les femmes de nos jours. Genre, pourquoi les fées sont jamais mises de l'avant? On parle de contes de fées, mais les fées, on les voit tout le temps comme des petites filles en arrière qui sont donc bien cute puis qui font toutes sans que personne les voit, qui font du travail invisible. Pourquoi, tu sais, je veux dire, Médusa, ça a influencé la culture du viol. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a plein de choses à développer là-dedans, mais Radio-Canada voulait pas de mon projet. Donc, je le ferai moi-même. Mais avec qui tu parlerais de ça? Ben du monde, des féministes probablement, tu sais, genre les Lily Boisvert de ce monde, ou même des, peut-être, Charles Beauchesne, qui s'y connaît beaucoup en histoire, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, je connais une professeure qui enseigne ça. Charles Beauchesne, c'est l'anthropologue. Non, Charles Beauchesne, c'est lui qui fait les pires moments de l'histoire. Un podcast extraordinaire. Oui. Moi, j'adore ce style-là. Mais oui, tu sais, des intervenants comme ça qui auraient leur petit mot à dire, mais aussi des historiens puis des gens qui en savent vraiment plus que moi. Là, mais fais-le. T'as besoin de 2 micros. Ben, un micro, en fait, parce que Charles... Et du temps, oui. C'est surtout le temps qui me manque en ce moment. Il faut que je choisisse. Est-ce que j'écris un de mes livres? Dur, hein? Il y a encore quelqu'un qui m'a contacté aujourd'hui pour me dire « Hey, c'est tellement le fun ce que t'écris. » Je veux dire, ma plus grande force dans la vie, je pense que c'est l'écriture. Pourquoi t'écris pas un livre? J'ai plein de contacts aux Éditions de l'Homme je suis sûre que tu pourrais comme écrire un livre, tout ça, facilement avec mes contacts. Puis je suis comme « Oui, mais... »
qu'est-ce que je délaisse pendant ce temps-là, tu sais? Je peux pas, puis je suis pas quelqu'un qui peut travailler 54 heures semaine, là, sinon je pleure tout le temps, puis je suis pas vivable, là. Fait que je peux pas travailler plus que 42 heures semaine. Faut que tu te mettes un... J'ai rencontré un gars, là, 2 semaines au podcast, il s'appelle Jacob Hamel. Il avait un projet de livre en tête. Il l'a écrit. Il a pas finalisé à 100%. Il l'a mis de côté pendant 2 ans. Puis il l'a sorti après, tu sais. Des fois, t'as des projets, il faut que tu essayes, puis là, tu fais comme, j'ai pas la force de continuer ou j'ai pas le temps de continuer, tu mets de côté. Oui. Ça va arrêter. Le podcast, ça fait environ 2 ans que j'en parle, 3 ans, je pense. Sérieux? Ouais. Puis tu viens juste, je veux dire... Oui, ça aide. Ça a aidé d'avoir du temps, tu sais. Puis j'ai rien d'autre à faire, puis je suis un gars de projet, fait que là, je vais le faire. C'est le moment où jamais où je peux le faire. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste ça, ton livre, tu vas l'écrire peut-être dans 5 mois, 5 ans. C'est ça. Puis lequel livre, là, tu sais, je veux dire, j'ai un recueil de poésie, j'ai un livre fantastique là, qui se passe sur un monde qui n'existe pas. Là. J'ai déjà toute ma map là, du monde qui n'existe pas. Là. Puis avec mes villes, tout ça, qui sont issues de rêves que je fais. Hein? Il n'y a pas de char dans la ville. Non, c'est des Pégases volants, là, puis genre, c'est par bateau, là, puis oui, c'est ça. Cool. Oui, c'est tout ça où j'écris un livre sur l'écologie, tu sais, il faut que je mette mes priorités à la bonne place. Là. Je ferai ça quand je serai en congé de maternité, là, on verra ça. Je te souhaite. On est rendu à la section de l'entrevue, ce que je pose 5 questions qui sont pareilles pour tous et chacun. Oui. Donc, première question, quand tu es stressée, quand tu es anxieuse, qu'est-ce que tu fais pour cool down? Si j'ai pas accès à une forêt à côté de moi, je vais mettre de la musique genre binaurale, là, tu sais, genre high frequency. Tu dis beaucoup de mots depuis le début de l'entrevue que je comprends pas. Je vais te redemander de m'expliquer binaural. J'ai dit binaural, mais c'est juste parce que mes playlists de musique, genre de haute fréquence, ça s'appelle genre binaural beats. Je suis pas bonne là, avec mon accent anglais, là, mais tu sais, c'est genre de haute fréquence, tu sais, qui t'aide à un peu des musiques de méditation. OK. Parce que je mets cette musique-là, puis je vais lire un livre sur les arbres. Sur les arbres? Oui, c'est vraiment ce qui me détend le plus. Je suis curieux de... Tu peux-tu écouter cette musique-là, genre, avant de te coucher le soir? Oui, mais en travaillant, en méditant, je pourrais écouter ça tout le temps. C'est ma musique d'extraterrestre, comme dirait mon chum. J'ai commencé à méditer un peu, puis avec des applications super de base, comme Headspace. Il manque... je pense, j'arrive pas à trouver... Peut-être que la musique est binaurale. Oui, ça aide. Puis, ouais, moi, j'ai de la misère à vraiment comme méditer plus que 3 minutes, mais pour moi, lire avec cette musique-là puis me détacher du monde, c'est une façon de méditer. J'ai comme fait la paix avec le fait que mon cerveau était pas capable de rester vide pendant plus que 3 secondes. Là. OK. On va checker ça. Deuxième question. Si tu avais un podcast, un jour, tu en auras un, mais pas dans le but de parler de la mythologie, mais dans le but d'inspirer les gens, qui serait ton invité ou tes invités? Je pense que ce serait... j'adore Manal Drissi, la chroniqueuse à Radio-Canada féministe, qui a des opinions super tranchées puis qui est délicieuse à écouter. Catherine Etier, Marc Labrèche, je l'adore. C'est mon idole, Marc Labrèche. C'est sur ma liste d'invités, lui. Là. Ah ouais, hein? Il est fou malade. Ou, tu sais, des femmes... desquelles j'adore la carrière, genre Christiane Charette, qui était à la radio de Radio-Canada, ou Chantal Lamarre. Tu sais, des femmes qui ont fait leur carrière en étant connues, mais qui sont pas tant connues, dans le sens où sont plus reconnues que connues. Donc, beaucoup de femmes que j'admire, québécoises, probablement, que j'inviterais. OK. Troisième question. Non, c'est pas la bonne question. J'essaie de les apprendre par cœur. On est juste 5, Mike. Un effort. Troisième question, le livre ou le film que tu peux lire ou écouter sans cesse? Harry Potter. 1, 2, 3, 4, surtout le 3. Mais en livre ou en... Tout, en livre et en film. Ah, les deux? Oui, j'ai fini le 4e hier. Des fois, les gens sont comme, les livres, moi, il est meilleur que le film, parce que le film... Non, parce que moi, j'ai commencé par écouter les films, puis là, je suis en train de lire les livres là, depuis 2 ans, là, de façon comme répétitive. Puis là, je m'achète des gros livres sur toute la mythologie qui entoure Harry Potter. Puis, mais tu sais, j'ai toujours trippé sur les films, là, mais pour moi, Harry Potter, c'est une façon de m'évader. Ça aussi, c'est une autre façon de me couper avec la réalité, là, c'est d'écouter Harry Potter ou de lire mon gros livre là, sur les mandragores, là, puis tout ce qui entoure la mythologie d'Harry Potter. Là. Les mondes magiques m'intéressent vraiment beaucoup, puis Harry Potter, c'est pas mal mon préféré. Là. Je suis pas très différente de bien des millénials, là, mais moi, j'adore Harry Potter, là, vraiment beaucoup. Est-ce que tu peins dans la vie? Non, je suis épouvantable. Tu me dis que tu fais de la poésie, c'est pas l'affaire. Non, je suis pas capable de dessiner un cœur qui a de l'allure. Je suis vraiment pas... Tu sais, des fois, je dessine 2 secondes, là, mais l'art visuel, c'est pas mon fort. Là, vraiment admettons que tu savais peindre. Ouais. Qu'est-ce que tu mettrais sur ta toile qui représente le bonheur? La forêt et les arbres. C'est redondant dans mes affaires, mais probablement que je dessinerais... Non, en fait, probablement que je dessinerais comme
ma future famille. Tu sais, quand j'étais petite, tout ce que je dessinais, c'était des familles. Tu sais, j'ai comme une pile de 150 dessins où est-ce que c'est des familles inventées, genre la famille Duchesne, puis là, t'as comme la date de fête de chacun. Tu sais, j'ai dessiné chacun, puis tous les traits se ressemblent entre la famille. Ah, lui, il a eu l'étage au sort du père, puis là, ils ont toutes leur date de naissance, écrit leur âge. Fait que je serais vraiment le genre à comme peut-être dessiner comme moi, plus tard, avec ma famille, comment je me projetterais, puis ce serait quoi pour moi le bonheur dans ma future famille. Là, puis comment je voudrais que... Ben, pas comment je voudrais que mon enfant soit, parce que c'est épouvantable, là, parce que tu peux pas contrôler ça, mais ouais, ou juste à partir du moment où j'ai une famille, dessiner vraiment les petits détails de mon enfant. Là. Ouais. OK. Mais je pense que, étant mère, tu vas pouvoir transmettre toute cette passion-là comme ta mère, là, pour toi. Comme, forcément, si tes parents sont zéro écolo, comme les miens étaient zéro écolo puis une barre, puis forcément, ça crée un enfant qui n'a pas de connaissances. Mais non, c'est pas ce qui se passe. Puis quand ça va avoir des connaissances à partir de genre 20 ans, c'est plus dur de faire le chemin vers l'éco-friendly. Oui, exactement. Oui, c'est ça. De transmettre mes valeurs, pour moi, c'est le chemin du bonheur pour mon futur. Plein d'arbres. 5e question, dernière question. Si tu pouvais avoir toutes les radios du monde, vu que tu aimes la radio en plus, ça va bien. Oui. Toutes les radios, toutes les télés qui écoutent ce que Maude Carmel dit, qu'est-ce qu'on entend? Ben, arrêtez... T'as une minute, hein? Hein? T'as une minute. Arrêtez la monoculture. Arrêtez de défricher des forêts pour cultiver une seule et même affaire. Ça détruit les sols, ça détruit les forêts. C'est absolument polluant. Recommencer les principes de permaculture, les techniques ancestrales de cultivation. Inspirez-vous des petites fermes familiales. Puis protégez les arbres, for God's sake, pour vrai. Arrêtez de détruire des arbres pour autre chose que le bois. Là. Je comprends qu'on a besoin de bois, là, mais arrêtez de détruire des forêts entières ancestrales pour faire des plantations. C'est la pire chose que tu peux faire pour le futur de la planète. Puis aussi, engagez-moi. Ce serait l'autre chose que je dirais. Oui, puis donne $1 million pour que tu puisses partir ton podcast. Oui, mais peut-être pas encore $1 million. Même à ça, même si tu avais $1 million, là, quand tu as genre plein d'idées comme tu en as, c'est quand même très dur de tout faire. Ouais. Parce que maintenant, Ouais. faut du temps. Tu vas écrire ton livre, tu vas faire ton podcast, tu vas faire ta page YouTube, Instagram, tu vas faire ton émission à Radio-Canada. C'est tout toi qu'il faut qu'il le fasse. T'sais. Oui. Ben, en fait, je pense que je prendrais le temps de vraiment faire comme un concept d'émission puis le soumettre pour vrai. Parce que c'est du temps faire ça. Ouais. Puis j'étais comme tannée, je pense, moi, de prendre le temps de faire ça puis que ce soit refusé. Fait que je pense que là, je prendrais une année là, pour faire vraiment des beaux concepts à soumettre. Puis là, une fois que ce sera accepté, là, je serai payée pour mon travail là, sur tout.tv ou sur UniTV. Là. Je te souhaite un univers Maude. Merci. Je te souhaite des livres, des arbres, plein d'affaires qui rapportent. La magie des saisons. La mythologie, tout ça. Je parlerai avec Charles, mon chum Charles. Je lui demanderai s'il est partant pour le truc. Oui, absolument. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci beaucoup.